Bonjour et bonsoir donc pour notre petit rendez-vous mensuel, puisqu'il y aura donc une conférence une fois par mois. Celle-ci, c'est rajeunissement et auto-guérison. Donc, normalement, une fois par mois, je vais faire une proposition d'une conférence avec un thème différent. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, ben, vous pouvez toujours évidemment m'en faire part. Puis à mon avis, bien évidemment, je pourrais faire une conférence sur le sujet qui vous intéresse. Ça me fera plaisir même. Alors, évidemment, une fois par mois, il y a donc cette conférence-là. Une fois par mois, vous avez sans doute compris, maintenant, il y a des animations autour de la spirale évolutive, qui est une grille de lecture que j'ai développée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'outils qui vont venir bientôt là, qui tournent autour de ça, dont dont je vais parler aujourd'hui, puisque ça concerne donc le thème de la conférence. Alors, il y a donc une fois par mois, il va y avoir donc un genre de petite réflexion sur l'énergie du mois, l'influence de la spirale évolutive pour le mois, un petit jeu de cartes pour parler donc des, un tirage pour parler un petit peu des influences encore là de la spirale évolutive, puis un troisième animation qui aura pour objectif, elle, de préparer donc la conférence. Donc, on va parler de la spirale évolutive, mais en tenant compte du sujet de la conférence. Donc, il y aura toujours trois petites vidéos qui sont courtes, hein, c'est à peu près 15 minutes, 20 minutes maximum chacun. Et puis, il y a la conférence qui, elle, dure un peu plus longtemps. Donc, c'est un petit peu une nouvelle structure que je propose. Donc, évidemment, si des commentaires, des questions, des sujets que vous aimeriez dont je parle, ben, ce serait avec plaisir. Donc, vous me le faites part par un mail, tout simplement, puis on regarde qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, aujourd'hui, rajeunissement et auto-guérison. Donc, moi, mon nom est Sylvain Bélanger. Peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Et ça serait vraiment triste pour eux, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de me découvrir, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis évidemment, donc, j'ai déjà fait des conférences qui tournaient autour de ce thème-là du rajeunissement, donc j'ai choisi aujourd'hui de vous en parler un petit peu différemment. Donc, j'aime moins, mais je ne vais pas répéter des choses que j'ai déjà dites, en fait, hein. On a déjà parlé de l'épigénétique, on a déjà parlé des télomères, on a déjà parlé de l'aspect neurosciences autour du vieillissement, on a parlé de différents thèmes comme ça une conférence qui avait déjà eu lieu, et peut-être même plusieurs conférences, mais je crois qu'il y en a au moins une qui a eu lieu sur ce sujet-là. Puis en plus, j'ai un petit vidéo, un petit audio que je vais vous faire cadeau après cette conférence-ci, qui va vous parler justement un genre de petite synthèse de quelle façon que la psyché, la conscience peut influencer le rajeunissement. Donc, et dans lequel, évidemment, il y aura donc des sujets un peu plus médicaux, hein, c'est-à-dire plus compte de la recherche scientifique actuelle autour de l'épigénétique, autour des télomères, autour des neurosciences, de la médecine quantique également. Donc, ça va être un thème ça va être ce petit vidéo-là va vous donner un genre de résumé. Je pense que c'est quand même intéressant. C'est pour ça que je vais éviter donc de parler de certains sujets parce que vous allez les entendre à ce moment-là. Donc, je pense que j'essaie de faire quelque chose de plus complémentaire. Et je me suis dit, moi, que j'avais une certaine expertise dans le domaine du rajeunissement, sans le vouloir, puisque ça fait plusieurs années que j'ai un appareil de photographie Kilian, qui est un appareil de mesure des méridiens acupuncture. Et c'est un appareil que j'ai beaucoup utilisé pendant plusieurs années avec mes étudiants pour finalement faire des avant C'est et bon, j'entends. après. Donc, avant un soin et après un soin. Donc, je vais vous demander de fermer le son pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je referme le son, voilà. Euh, et puis donc, la photographie qu'il y a, euh, elle m'a confronté en fin de compte, parce qu'il faut bien comprendre que à l'époque, la photographie qu'il y a, un appareil. Moi, j'étais le premier en Amérique du Nord à avoir un. Je ne sais pas pour me vanter, mais c'est une réalité. J'étais un des premiers à l'avoir. Puis c'est un appareil quand même qui coûtait assez cher et qui demandait une formation. C'était un peu compliqué tout ça. Et j'ai donc fait énormément de photos avant et après dans certaines avant et après des soins énergétiques, des lectures intuitives, etc. Et l'appareil m'a confronté parce qu'évidemment, on part toujours du principe que quand on fait un soin énergétique, par exemple, ben, il y a donc une amélioration. On part du principe qu'il y a une amélioration qui est visible. On peut l'observer par des moyens tangibles. Et j'ai pu constater que à travers l'appareil photographique il y avait cette confrontation de constater que finalement l'énergie ne bougeait pas. Et puis quand l'énergie ne bouge pas, bien évidemment, ça veut donc dire qu'on ne peut pas dire à la personne, mais regarde, tu es beaucoup amélioré, puisque ce n'est pas le cas. Et puis, plus récemment,
et je vais vous en parler de la photographie client, je vais vous montrer quelques photos pour vous donner un petit peu une estimée à quoi ça ressemble. Et plus récemment, je me suis acheté un appareil du Cardium. Un Cardium, c'est un appareil euh, qui mesure finalement l'alignement de l'être. OK? C'est-à-dire qu'il me permet de voir la cohérence que j'ai dans mon cerveau, la communication qui existe entre mon cœur et mon cerveau et la communication qui existe entre mon cœur et mon ventre et mon système sympathique parasympathique. Et cet appareil-là, finalement, c'est un appareil qui est intéressant aussi puisqu'il permet de voir justement le degré de stress dans lequel je suis, surtout le degré de résistance qui est en moi face à la possibilité que je sois en harmonie avec moi. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je voudrais résister à l'harmonie d'être qui je suis? On devrait tous vouloir être en harmonie. Mais c'est justement cet appareil-là, il permet de constater que notre façon de gérer notre vie, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de nos pensées, etc., vont finalement entraîner des rigidifications à l'intérieur de soi. Et ces rigidifications-là vont faire que je vais être de moins en moins capable de pouvoir justement faire circuler l'énergie librement en moi parce que justement, je vais pas savoir comment faire pour bien gérer cette énergie-là. Et ça va donc favoriser des stress tellement élevés que ça va indiquer à quelque part que mon corps a l'impression, ça donne l'impression que mon corps est plus vieux qu'il ne le devrait parce que justement, je gère mal mon énergie et ma vitalité. Donc ça, c'est un deuxième appareil qui a été confrontant aussi parce que quand on fait, on prend le temps de faire des mesures avec un appareil comme celui-là, on est confronté à une même réalité. C'est qu'évidemment, il y a des gens qui ont une capacité de transformation, d'auto-guérison qui est moins élevée que d'autres. Ça, c'est une deuxième constatation qui a pu être observée. Et plus récemment, je me suis procuré un appareil. Vous allez me dire, mais pourquoi? Euh, Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'aspect médecine quantique. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, ce sujet-là. Et je me suis donc procuré un appareil plus récemment qui ne valait pas très cher, hein. C'était un appareil qui n'était pas un truc qui était très élevé, mais qui permettait donc de mesurer un peu le terrain qu'on pourrait reconnaître en médecine quantique. Donc, un terrain, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une condition énergétique dans laquelle une personne peut donc favoriser la guérison, favoriser donc la santé, ou une condition énergétique qui peut favoriser la maladie. Alors, cet appareil-là a plutôt tendance à présenter la notion de terrain. Alors, et pourquoi je parle de tout ça? Mais finalement, c'est que chacun de ces appareils-là amène à quelque part une réflexion plus profonde, je dirais, sur la santé, mais nous ramène aussi à quelque part à quelque chose que moi j'avais observé depuis très longtemps dans ma pratique intuitive. Hein, c'est pourquoi quelque part qu'il y a des gens qui, et vous allez peut-être vous retrouver là-dedans, des gens qui euh, sont en santé. Puis il y en a d'autres hein, qu'on peut même côtoyer, à quelque part, qui disent, mon Dieu, ils ont le même âge que moi, par exemple, puis ils sont pas du tout en santé ou ils ont plein de problèmes, etc. Donc, on constate finalement que la santé, quelque part, c'est quelque chose, on dit, c'est associé donc au vieillissement. La maladie est associée souvent au vieillissement, mais en même temps, on constate qu'il y a des gens qui ont des âges très, très avancés, qui sont en très bonne santé, et des gens, quelque part, qui sont même très jeunes et qui peuvent être malades. Donc, évidemment, on pourrait émettre qu'il y a plein de gens qui peuvent être malades parce qu'ils ont un mauvais bagage génétique, etc., bien sûr. Mais on peut quand même se mettre à se poser des questions un peu plus profondes, je dirais, dans le sens de se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut perdre ce potentiel santé qui est en elle, hein, se trouver quelque part dans une situation où la maladie va se manifester très jeune, par exemple dans sa vie, alors que d'autres, finalement, vont peut-être jamais le manifester, ou en tout cas le manifester beaucoup plus tardivement. Donc, ça veut donc dire quelque part qu'il y a quelque chose en chacun de nous qui peut se déclencher pendant notre vie, sans qu'on le veuille, hein, consciemment du moins, et qui va finalement entraîner donc des problématiques de santé, etc. Donc, moi, c'est sûr que à travers mon travail de lecture intuitive de soins, une des choses que j'ai toujours dit et que je vais répéter, puis que ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu, c'est que moi, je crois beaucoup au potentiel santé. C'est-à-dire, le potentiel santé, c'est que quand je regarde le champ énergétique d'une personne qui est devant moi, ben, ce que je vois, c'est une personne qui est faite de chair et d'os, et il y a donc autour d'elle un genre de rayonnement énergétique.
ce rayonnement énergétique, finalement, va refléter ce que moi j'appelle le potentiel santé. C'est-à-dire, c'est une situation qui n'est pas figée dans le temps, c'est un potentiel qui est là. Ce potentiel peut être augmenté, peut être réduit selon les circonstances de la vie, selon ce qu'on fait, selon ce qu'on ne fait pas, etc. Donc, à quelque part, ça veut donc dire qu'à chaque jour, pourrait-on dire, j'ai une responsabilité d'avoir le potentiel santé optimal le mieux possible. Donc, j'ai une capacité de pouvoir justement m'accompagner dans ma vie pour augmenter mon potentiel santé, quel qu'il soit. C'est-à-dire que je peux avoir un mauvais potentiel santé, je peux avoir un excellent potentiel santé, mais quel que soit le potentiel que j'ai à m'occuper de celui-ci pour m'assurer quelque part qu'il soit le plus équilibré possible et que plus je m'en occupe adéquatement, plus je risque évidemment d'avoir un potentiel santé qui me garde un petit peu éloigné de la maladie, puisque justement je m'assure d'avoir les meilleures ressources énergétiques pour être capable justement de préserver cet état de santé-là. Il y a une question qui m'est posée ici. Cela peut-il avoir rapport au karma aussi qui est relié aux émotions non libérées? Bien, c'est sûr que quand on parle de la maladie, il y a plusieurs raisons à la maladie. Maintenant, encore une fois, si on parle du karma, par exemple, ça va nous donner l'impression, ah ben oui, j'ai pas un bon karma, c'est pour ça que je suis malade. Ça me déresponsabilise. Et ça, c'est quelque chose des fois que je trouve un petit peu dangereux de se déresponsabiliser. C'est quand on va voir un médecin, puis que le médecin va nous dire, ah, ben, vous avez telle maladie. Ah mon Dieu, je suis tellement content de savoir que je suis malade. C'est pas comme ça qu'on va dire ça, mais je suis tellement content de savoir que je suis malade, et que j'ai quelque chose qu'on a pu identifier et qui explique pourquoi je suis comme ceci ou je suis comme cela. Encore une fois, c'est intéressant. Mais maintenant, si on commence à se rapprocher de la médecine quantique, à la vision quantique, disons, on se rend bien compte que je suis dans un processus de constante transformation en tant qu'être que je suis. Cette transformation constante et perpétuelle, pourrait-on dire, fait que je n'ai pas à me figer dans un certain état. Évidemment, la médecine classique et même l'ésotérisme a tendance effectivement à figer les choses, dans le sens que quand on parle de karma, on va dire, ah ben oui, tu as eu telle expérience de vie dans une autre vie que tu as eue, c'est pour ça que tu dois épurer quelque chose aujourd'hui, tu vois. C'est un peu comme cette condition finalement où, à quelque part, on n'a pas, nous, à quelque part, la possibilité d'envisager qu'on est créateur. On subit quelque chose. Et cette idée de subir quelque chose fait référence au passé, présent et futur. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence au présent que j'ai vécu qui font que j'ai un impact, qui a un impact sur mon présent et un impact sur mon futur potentiellement parlant. Alors, bien sûr que je ne renie pas ça, c'est une réalité. Mais si on ramène ça maintenant à la pratique intuitive et dans lequel je reconnais, moi, qu'en tant qu'être humain, je peux tous les jours, par exemple, m'ancrer, faire la technique d'ancrage ou d'enracinement, qui est une pratique qui provient de la tradition chamanique, qui est une technique très simple, mais qui est une façon de me reconnaître comme une personne qui prend sa conscience. Hein, on pourrait dire que ma conscience se localise dans mon cerveau et je vais accepter que ma conscience se déplace de mon cerveau vers mon corps pour accepter justement que cette capacité que ma conscience a de voyager en moi va faire que je vais pouvoir finalement prendre conscience que ma conscience est capable de visiter mes cellules, est capable de visiter les zones de perturbation qui sont en moi et que par l'ancrage, ma relation avec l'énergie de la Terre et ma relation avec l'énergie du ciel, je peux contribuer à augmenter la circulation énergétique dans mon corps. Et si cette circulation énergétique est augmentée, ben, on peut envisager évidemment que j'atteins ce que j'appelle moi la négantropie. La négantropie, qu'est-ce que c'est? C'est une situation où l'énergie circule d'une façon fluide et harmonieuse sans qu'il y ait aucun obstacle. Alors, vous comprendrez que si plus je suis dans une position de négantropie, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a pas d'obstacle, l'énergie circule fluidement en moi, ben, ça veut donc dire que je dépense très peu d'énergie à être en santé et je suis en harmonie avec moi. C'est à quelque part, c'est ça que ça veut dire. Donc, la pratique de l'ancrage est une position quelque part qui favorise le potentiel santé, qui l'augmente en quelque sorte, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, que je sois quelqu'un qui a un très mauvais potentiel santé, que je sois quelqu'un qui a un excellent potentiel santé, j'ai donc le moyen, par une technique très simple, qui est vraiment accessible à tous, de renouer contact justement avec cette capacité que j'ai d'augmenter mon potentiel santé. Et ce
potentiel de santé-là, plus il est élevé, mais plus évidemment, je suis capable de pouvoir faire face aux diverses situations de crise qui peuvent se manifester dans ma vie, parce que je serai plus en moyen de le faire. Donc, est-ce que vous me comprenez bien par rapport à cette technique d'ancrage et cette notion justement de prise en charge, en fin de compte, que chacun d'entre nous avons la capacité de nous prendre en charge et de finalement devenir participant face à notre corps et notre capacité à préserver notre état de santé. Est-ce que vous me suivez bien à ce sujet-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez un désaccord avec moi? Donc, n'hésitez pas à m'interagir avec moi à ce niveau-là. Justement, Gabriel qui me parlait que les neurosciences l'aident bien, mais c'est certain que, comme je disais tantôt, je vais y revenir sur les neurosciences un petit peu, on va en parler un peu parce que l'appareil cardium est assez intéressant pour mettre en lumière des éléments de réflexion concernant ça, et je pense que ça vaut vraiment la peine d'y revenir, donc je vais y revenir en quelques instants. Les pensées sont des vibrations qui peuvent agir positivement. Alors, c'est bien sûr que les pensées sont des vibrations qui peuvent agir positivement. Et c'est d'autant plus important, dans ce sens-là, évidemment, que l'on puisse se rendre compte que non seulement les pensées sont des vibrations, mais ma conscience est une action. C'est-à-dire que ma conscience peut interagir avec la matière. Elle peut se déplacer dans une région de mon corps qui a une perturbation énergétique ou même une maladie, et ma conscience peut donc intervenir sur ça. Soit, donc, on ne parle plus juste de pensée, parce que la pensée, ça toucherait un peu comme cette notion, par exemple, d'affirmation positive, où on affirmerait quelque chose, où tout va bien, on pourrait parce qu'on a cette volonté-là que tout aille bien, on pourrait vouloir utiliser notre pensée à cette fin-là, ou on pourrait, par exemple, avoir la gratitude qui est reconnue, hein, que la pensée où on émet de la gratitude à quelque part, bien évidemment, c'est pas juste une pensée, la gratitude d'une part, hein, c'est un état. Hein, je me mets dans un état où j'apprécie la vie. Tu vois? Et dans le petit vidéo que vous allez recevoir après avec le replay, vous allez pouvoir justement avoir une petite réflexion. On va vous proposer des petites choses à ce sujet-là concernant la gratitude, entre autres. Donc, on comprend ici que la pensée a un pouvoir important, mais on doit comprendre que la pensée dont on n'est pas conscient a beaucoup d'importance aussi. C'est ça qui explique que la maladie nous tombe dessus sans qu'on la voie venir. C'est que pendant un long laps de temps, on peut avoir des perturbations énergétiques dans notre champ, et ces perturbations énergétiques ne sont pas visibles, on ne peut pas les reconnaître en soi. Un intuitif, par exemple, va être capable, lui, d'identifier des perturbations dans le corps d'une personne sans que cette personne-là en soit nécessairement consciente. Elle peut avoir des impressions, elle peut avoir le sentiment que quelque chose ne colle pas dans sa vie, que ça ne va pas très bien, mais elle ne va pas nécessairement comprendre, à quelque part, tous les enjeux de ces malaises qu'elle peut avoir à elle, qui concernent donc pas juste la pensée, elle concerne également l'énergétique. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que les pensées sont des vibrations qui peuvent agir positivement, on est en train de dire quelque part que les pensées sont des zones électromagnétiques, pourrait-on dire, qui sont capables de transformer la matière. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, en tant qu'énergéticien, par exemple, je peux prendre mes mains et me mettre de la lumière sur mon corps. Je peux donc favoriser une émission biolumineuse dans mon corps. C'est donc dire que je reconnais que mes mains sont capables d'émettre de la lumière et que cette lumière-là va pouvoir être retransmise, reçue par mes cellules, et les cellules vont finalement pouvoir justement bénéficier de cette lumière-là pour réorganiser le code génétique. Par exemple, hein, on sait que l'épigénétique nous met en évidence finalement que les gènes peuvent se transformer, on peut avoir une influence sur nos gènes, alors que pas si longtemps, on était convaincu qu'on n'avait aucun impact là-dessus, on subissait quelque chose, en fin de compte. C'était comme ça qu'on pouvait le voir, hein. On avait l'impression que on naissait avec un bagage génétique, et ce bagage génétique-là, ben, il était ce qu'il était, et on n'avait rien à faire, on ne pouvait rien changer. Aujourd'hui, les recherches ont mis en évidence que l'alimentation va donc avoir des impacts sur ces changements génétiques-là, que le sport va avoir des impacts, et plus important encore, la conscience peut avoir des impacts sur ce code génétique-là, par la méditation, par évidemment la pratique intuitive, bien sûr, puisque quand on parle de méditation, ce n'est pas étranger du tout à la pratique intuitive. Donc, on comprend évidemment que cette capacité que ma conscience a de devenir participante de la chair, des os, des cellules de mon corps, mais c'est révolutionnaire parce que ça permet justement de comprendre que c'est
plus vrai quelque part qu'on on subit la maladie, par exemple. On est co-créateur de la maladie, pourrait-on dire. Et que quand on commence à comprendre que la maladie, elle provient quelque part de quelque chose qui m'appartient, que j'ai créé, ben, à ce moment-là, ça veut donc dire que je deviens capable de me dire, mais tiens, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour changer cette situation-là. Et là, ça devient effectivement une zone de créativité qui peut être assez intéressante de le manifester. Donc, c'est un petit peu la petite introduction que j'avais envie de transmettre concernant ça. Alors, la première chose, évidemment, par rapport à cette fameuse notion de négantropie, c'est-à-dire que quand la négantropie est présente dans mon corps, ça veut dire que l'énergie circule de façon fluide et harmonieuse. Et quand on parle d'entropie maintenant, c'est lorsque dans mon champ énergétique, j'ai des zones de friction importantes. Par exemple, je pourrais avoir des congestions dans ma gorge, des congestions énergétiques. Moi, physiquement, je ne me sens pas nécessairement engorgé dans ma gorge, mais je constate que je suis inhibé dans l'expression de qui je suis. Mais d'un point de vue intuitif, l'intuitif pourrait dire, mais tiens, je vois que tu as des perturbations dans la gorge qui pourraient même affecter ta glande thyroïde ou qui pourraient même affecter d'autres fonctions physiologiques. Donc, on comprend évidemment que ces zones d'entropie sont des zones, à quelque part, où l'énergie va s'accumuler, va se congestionner à mon corps, et sans que j'en sois conscient, elle va, pendant un certain laps de temps, affecter ma physiologie. Mais pas juste ma physiologie. Elle va affecter mes pensées. Elle va affecter mes émotions. Elle va affecter, à quelque part, ma vision du monde. Elle va, avec le temps, me faire comprendre, à quelque part, que les options que je croyais avoir dans ma vie pour m'épanouir, elles vont se réduire. Elles vont se réduire. Elles vont se réduire jusqu'au moment donné où j'ai l'impression que ma vie, ben, quelque part, je n'ai plus d'options. Je n'ai plus d'autres options que finalement me retrouver dans une position où, quelque part, je tombe malade, par exemple. Vous voyez, c'est là qu'on comprend que le processus du potentiel santé, c'est le potentiel santé, plus il est grand, plus les options sont grandes, plus la vie est pleine de possibilités. Plus je suis malade, mais plus évidemment, les options de ce potentiel santé-là de s'exprimer deviennent de plus en plus réduites et je deviens de moins en moins apte à pouvoir m'épanouir en tant qu'être humain. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt que cette idée de favoriser le potentiel santé, c'est donc de constamment, quelque part, s'accompagner dans la démarche pour arriver à favoriser un bien-être. Une question qui m'est posée, réaligner les chakras est-il complémentaire? Bien sûr que en fin de compte, ça nous ramène à quelque part une question que Stéphane me pose, puis là, je te remercie, c'est que on pourrait dire, oui, il faut absolument faire les chakras, il faut absolument réaligner les chakras, il faut absolument faire ça, il faut absolument équilibrer nos chakras. Maintenant, si on comprend à quelque part qu'on est participatif dans le processus d'auto-guérison, on ne fait pas que simplement faire des exercices pour équilibrer nos chakras. On développe une conscience de l'exercice que l'on fait sur les chakras. C'est-à-dire qu'on développe une compréhension que chacun de nos chakras ont des demandes et des besoins. Ils sont animés par une conscience énergétique. Chaque chakra est relié à une glande endocrine, par exemple. Il faut le savoir. Donc, une glande endocrine, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une glande hyper importante dans le corps humain pour favoriser la santé. Donc, évidemment, quand on commence à comprendre justement qu'un chakra peut être perturbé d'un dysfonctionnement glandulaire, mais peut être aussi, et bien souvent, évidemment, animé aussi par des émotions, par des mémoires, par toutes de choses qui vont favoriser le déséquilibre. Donc, plus j'apprends à être capable de décoder tout ça, à comprendre que c'est pas simplement de faire une technique énergétique qui va me soigner, c'est de comprendre qu'est-ce qui anime la perturbation pour être capable de la soigner plus efficacement. C'est là que pour moi, la démarche intuitive est si importante parce qu'évidemment, il y a beaucoup de techniques de soins énergétiques qui existent qui ne mettent pas l'emphase sur le décodage ou la compréhension des choses. Ils vont plutôt vous dire, ben voilà, tu fais un soin énergétique, étape 1, étape 2, étape 3, mais ils ne vont pas mettre l'emphase sur la compréhension. Et puis moi, je pense que c'est vraiment important de comprendre parce que si on veut se soigner, ben, il faut comprendre pourquoi on veut se soigner. C'est quoi le problème que l'on a? Alors, je pense que c'est important de bien cerner cet aspect-là aussi. Donc oui, bien sûr que les techniques sur les chakras, mais évidemment, il y a plein de techniques énergétiques, en fin de compte, qui peuvent être utilisées. Ça dépend de notre propre affinité, je dirais, avec ces techniques-là. Mais comme je disais, c'est que faire une technique à l'aveugle, c'est pas la même chose que faire une technique et comprendre ce que l'on fait et comprendre pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est si important de développer l'aspect intuitif pour être capable d'arriver à le faire également.
Voilà, je pense que j'ai peut-être perdu une question, je ne sais pas. Autre que je la pratique, euh, est-ce autre que par la pratique, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour mieux voir, entendre, toucher, sentir, goûter et percevoir au niveau intuitif? Ben, je dirais que c'est le jeu imaginaire. Hein, de quelle façon qu'on peut développer notre habileté intuitive? J'en ai déjà parlé peut-être. Je vous donne un exemple. Mettons, excusez-moi, j'ai juste pris un lit qui est trop loin. Oh, il est plus loin que je pensais. Bon, ben écoutez, j'en prends un autre. Tiens. C'est celui-ci. Alors ça, c'est un livre d'anatomie, anatomie, Atlas de l'anatomie humaine. Alors, on va ouvrir une page au hasard, hein. Mais voyez que dans le livre, il y a, j'ai joué avec mon fond et le fond fait que l'image n'est pas très visible. Mais vous voyez que ce sont un livre finalement d'anatomie. L'anatomie, ça veut dire que toutes les parties de mon corps humain je peux les retrouver dans ce livre-là. Et que ce soit une femme ou un homme, on arrive à travers ce livre-là de faire des voyages dans nos organes, dans nos systèmes. Donc, on voit que ce genre de livre-là me permet de faire des voyages dans mon corps. Hein, c'est-à-dire parce que faire un voyage dans mon corps, ben, je peux dire, ah, ben, j'étais à mon épaule, puis j'ai vu une boule jaune, ensuite j'ai vu la mer. Bon, vous voyez, ça, c'est des symboliques, à quelque part, qui ne sont pas reliés à la matière. Souvent, ce qui est intéressant pour développer notre perception intuitive, c'est de vraiment prendre le temps de regarder à quoi ressemble notre corps physique pour être capable justement de le figurer et d'utiliser notre conscience pour voyager dans la matière telle qu'elle existe dans notre corps, pour être capable ensuite de laisser parler ces perceptions-là à travers le langage imaginaire, le langage qui se manifeste, qui émerge. Mais au départ, on a vraiment comme une observation d'une réalité terrestre. Cette réalité terrestre me permet de constater que cette réalité terrestre, admettons mon foie, ainsi j'ai jamais vu un foie de ma vie, ben, je ne peux pas me faire une représentation juste du foie. Je vais avoir une représentation imaginaire. Maintenant, si je prends le temps de regarder un livre d'anatomie, ben, je vais avoir une représentation de mon foie réel, beaucoup plus proche de la réalité, et ça va permettre à mon corps de me parler avec peut-être plus d'aisance et plus de facilité. Et plus de précision aussi, surtout quand je veux faire une évaluation, un travail énergétique plus pointu sur la santé. Alors évidemment, ça, c'est une façon de faire. Maintenant, je te dirais aussi que l'idée de, par exemple, faire de la peinture, de libérer notre imaginaire, en fin de compte, parce que on est en tant qu'être humain, prisonnier de notre imaginaire pour une simple raison, c'est qu'on croit à la matière, on croit au monde terrestre. Alors, comme on croit au monde terrestre, ben, il y a plein de choses qu'on ne peut pas imaginer que c'est possible. Par exemple, il y a des gens, moi je leur dirais, bon, moi je fais des lectures intuitives à des gens qui sont à l'autre bout du monde, j'ai pas besoin de prendre un téléphone, je suis me connecter avec eux, puis je suis capable de percevoir des choses chez eux, ben, quelque part, il y a bien des gens qui vont me dire, mais c'est pas possible de faire ça, tu vois, parce qu'ils n'ont pas cette compréhension qu'il est possible dans un univers subtil de voyager sans être prisonnier de la matière. On se libère de la matière dans cet univers-là. Et c'est comme ça qui est intéressant, c'est de comprendre justement que dans l'univers quantique, il est possible donc de voyager sans passer par la distance. On est libéré de la distance. Et ça nous permet donc d'accéder à des connexions avec des gens sans passer par cette voie-là. Donc, tout ça, évidemment, est associé à se libérer de notre imaginaire. Une autre chose aussi qu'il faut faire attention, c'est les croyances ésotériques qui, elles, peuvent nous éloigner à quelque part de notre liberté intuitive. Ainsi, moi, je suis convaincu que j'ai un karma dans ma vie. Ce karma-là, quelque part, ben, je dois le payer, par exemple. Si je suis convaincu de ça, mais vous comprendrez que vous êtes programmé. Vous êtes programmé à devoir vivre quelque chose qu'on vous a expliqué que vous deviez vivre. Alors que finalement, peut-être que vous pourriez envisager ça autrement. C'est un peu comme les gènes. Hein, depuis très longtemps, on nous dit, ah ben, tu sais, les gènes, t'es cop de ça, puis tu peux rien faire, t'es pris avec ça. C'était une croyance, finalement. On se rend compte que c'était une croyance. C'était ce qu'on pourrait dire aujourd'hui une fake news. Hein, on va faire une blague, là. Mais une fake news dans le sens que c'était une fausse nouvelle, c'était une affirmation qui était complètement pas du tout adéquate. Et plus on comprend quelque part que notre imaginaire, finalement, a une capacité d'appréhender la réalité avec une certaine liberté, plus on se libère justement de ces conventions, à quelque part, qui sont des conventions, qui sont des règles qui sont très strictes. Donc, je pense que ça fait partie aussi du jeu imaginaire pour développer notre niveau intuitif, c'est d'apprendre justement à se libérer à ce niveau-là, puis également chercher à développer notre intuition le plus
possible collé à la matière. Pourquoi je dis ça? Parce que le discernement est un autre élément important. Hein, je peux très bien aller voir mon foie, puis mon foie pourrait me dire, ben, écoute, Sylvain, tu es l'incarnation de Jésus-Christ, et puis tu es venu libérer le monde entier de la souffrance des péchés. C'est super comme nouvelle, comme information, et je pourrais être convaincu que c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette information-là pour arriver à donner un sens à cette information-là, à donner un sens qui va faire que je ne vais pas tomber à quelque part dans des croyances spirituelles, mais plutôt finalement reconnaître que j'ai une mission et que cette mission-là, de quelle façon que je peux faire en sorte qu'elle soit constructive et que je puisse finalement en faire quelque chose. Et ça aussi, ça fait partie quelque part de tout le discernement, je dirais, intuitif, d'arriver à trouver la voie d'équilibre entre ce monde où tout est possible et le monde de la réalité dans lequel, évidemment, on est confronté à des éléments qui ne permettent pas, justement, qu'on puisse faire n'importe quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Louise, à ce sujet-là, mais il y a on pourrait donner plein de réponses à ce sujet-là. En fin de compte, c'est très varié, mais ça serait un petit peu ce que je pourrais te dire par rapport à ça. Donc, ça, c'était un thème que j'avais envie d'aborder, dont je vous parlais de la négantropie et l'entropie pour revenir dessus. Et puis, évidemment, ce que j'avais envie de vous parler, évidemment, c'est un élément qui est très intéressant, c'est cette notion de âge biologique versus l'âge chronologique. C'est-à-dire qu'on a reconnu aujourd'hui que des gens ont un âge chronologique. L'âge chronologique, c'est l'âge objectif que l'on a. C'est-à-dire qu'on est né une certaine année, aujourd'hui, on a un certain âge, c'est un calcul, c'est une réalité objective. Maintenant, on sait aujourd'hui que chacun d'entre nous, on a un âge biologique. Et cet âge biologique repose justement sur le degré de vieillissement, le degré d'entropie et de négantropie qui a pu se développer dans notre vie. Supposons que quelqu'un a vraiment fait attention à lui tout au long de sa vie, ben, il y a des chances que son degré de vieillissement va être moins élevé que quelqu'un qui aurait finalement très mal géré son corps, qui serait mal nourri, qui aurait mal géré quelque part sa vitalité, qui se serait dépensé d'une façon outrancière, etc. Bien évidemment, c'est clair que cette personne-là risque d'avoir un vieillissement plus élevé. Donc, on comprend que l'âge biologique d'une personne qui s'est mal soignée, ben, elle aurait un âge biologique plus élevé, peut-être même beaucoup plus élevé que son âge chronologique. Quelqu'un qui a bien pris soin d'elle, ben, elle aurait un âge donc biologique qui serait en dessous de l'âge chronologique. C'est clair par rapport à ça? Et, euh, et donc, dans ce sens-là, évidemment, ça, c'est une donnée quand même qui peut être mesurée parce qu'aujourd'hui, on peut mesurer l'âge biologique à l'aide de mesures vraiment médicales hein, qui peuvent être faites autour des télomères, entre autres, hein, qui sont autour des prolongements des gènes et qui indiquent à quelque part le degré comment dire, le potentiel de longévité que de notre existence. Hein. C'est-à-dire que plus les fils les petites tiges des télomères sont longues, plus on constate à quelque part que l'espérance de vie est plus élevée chez des êtres humains. Et plus elle est courte, l'espérance de vie est moins élevée. C'est ça qui a été observé. Et il est possible donc de faire des mesures, d'aller voir des laboratoires qui vont faire ces mesures à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant aussi de comprendre, évidemment, c'est que on peut regarder cet âge biologique-là de d'autres façons. Il y a l'appareil cardium que peut-être certains d'entre vous avez expérimenté qui permet, lui, de mesurer le pouls chinois, mais également la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque que vous connaissez tous, je pense, hein, j'en ai déjà parlé, c'est la capacité que mon cœur soit en communication avec mon cerveau et que mon cerveau soit en communication avec mon cœur, puis il y a une espèce de cohérence. La cohérence, c'est qu'il y a une forme d'alignement, pourrait-on dire, c'est-à-dire que mon cœur émet de l'information vers mon cerveau et mon cerveau reçoit ces informations-là d'une façon harmonieuse et il y a quelque part un sentiment d'alignement, de bien-être qui est présent en moi. C'est-à-dire que je m'aime et je reconnais quelque part que cet amour-là que j'ai pour moi-même ben, amène des pensées positives, des pensées quelque part créatrices, etc., qui vont faire que je vais me sentir bien dans ma vie, que je vais me retrouver dans des milieux de gens et je vais me sentir détendu parce que je vais me sentir en affinité avec moi, en accord avec moi. Alors que des gens qui ont un conflit au niveau du cœur, peuvent se retrouver dans des situations où ils sont très mal dans un milieu parce qu'ils ont de l'appréhension, ils craignent
par exemple, si j'étais un enfant qui s'est senti humilié toute sa vie, toute son enfance, ben, je me retrouve dans un milieu et je vais avoir peur d'être humilié de nouveau. Donc, cette peur d'humiliation va faire quoi? Va faire que mon cœur va être tendu et que je vais préserver à quelque part la peur d'être humilié. Et parce que j'ai peur d'être humilié, ben, je vais contribuer à revivre l'humiliation. Vous voyez, c'est comme une espèce de processus de répétition qui va en résulter. Donc, cet appareil, le cardium, permet de faire des mesures au niveau donc, de cet équilibre cœur-cerveau, mais met en évidence aussi une mesure au niveau du système nerveux. Il faut savoir que le système nerveux, c'est super important pour être capable de faire face à la guérison, parce que le système nerveux, c'est cette capacité que j'ai, moi, quand je suis très stressé, qu'est-ce qui va arriver avec mon système nerveux? C'est que mon système nerveux va faire que je vais mettre toute mon énergie dans le haut de mon corps et je vais être hyper stressé, hyper attentif à tout ce qui se passe autour de moi, puis je vais être toujours dans une espèce de contrôle. Je vais toujours essayer de contrôler les situations de la vie parce que j'ai peur finalement de la vie. Donc, je reste dans une position où je suis hyper stressé et hyper désireux de contrôler tout. Et quand j'arrive à faire descendre l'énergie nerveuse, ça c'est sympathique qui fait qu'on est dans cette région, dans le haut du corps, et puis quand on arrive à faire descendre cette énergie nerveuse vers le parasympathique, bien, ça me permet d'être dans un processus de relaxation. Et cette relaxation-là, évidemment, me permet de me régénérer, me permet de me ressourcer. Donc, évidemment, ça fait partie quelque part d'un processus important de guérison. Donc, on comprend ici que la cohérence cardiaque et cette capacité de travailler sur mon nerf vagal, justement. Le nerf vagal, c'est le nerf le plus long. Euh, c'est pas le nerf vagal, je m'excuse. C'est le nerf vague, voilà. C'est le nerf vague. Et ce nerf vague-là, qui est un des plus longs du corps, qui est le plus long, est important aussi parce que justement, plus on arrive à avoir cette relaxation au niveau du cœur, plus on a un impact justement sur ce nerf vague-là qui va amener donc une relaxation digestive, mais également aussi d'amener de l'énergie vers nos jambes, donc d'être plus enraciné, d'être plus capable de se ressourcer aussi. Et ça va nous amener donc à une position où on est plus dans le présent parce qu'on est détendu, on n'est pas dans une espèce de panique et on est capable à ce moment-là de pouvoir finalement s'ajuster à la réalité de la vie avec plus d'aisance et plus de facilité. Donc cet appareil-là a été développé justement pour montrer finalement que dans certaines situations, hein, moi je voudrais par exemple m'auto-guérir, ben, si je suis dans une position où je suis tout le temps stressé, tout le temps dans mon système sympathique, tout le temps dans mon appréhension face à mon passé, l'impression qu'il pourrait se reproduire, je ne pourrai jamais arriver à favoriser un travail d'auto-guérison. Donc, je dois d'abord, avant tout, apprendre justement à me mettre dans des situations, des conditions favorables pour amener cette détente, cette relaxation-là, pour permettre justement un travail de guérison de prendre forme. Il y a une question qui m'est posée, si l'ARN ou l'ADN répond à notre intuition, notre conscient ou inconscient. En fait, des recherches d'un physicien qui s'appelle Pop qui a bien mis en évidence que les cellules de notre corps absorbent et réémettent de la lumière. Ça, c'est une première chose. De la lumière, de quel ordre? Mais c'est des photons, des particules lumineuses s'apparentant au soleil. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand moi j'observe le champ énergétique d'une personne, ben, je vois un corps physique et je vois autour de son corps physique de la lumière. Et cette lumière-là, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment les cellules de mon corps qui vont absorber et émettre de la lumière. Alors, dans les cellules de mon corps, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a l'ADN. L'ADN, à quelque part, serait une une banque de mémoire, une banque de lumière. C'est là que ça emmagasinerait la lumière, puis qu'il y aurait donc un processus, effectivement, de conductibilité à ce niveau-là. Maintenant, dans les cellules, qu'est-ce qu'il y a également? Il y a les gènes. Donc, ça nous ramène à l'épigénétique. On doit comprendre ici que, possiblement, si moi, je suis, euh, je suis programmé, hein, je suis programmé à quelque part à être dans une certaine souffrance. Cette souffrance-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que la lumière va être absorbée par mes cellules et les cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Si je suis programmé à une souffrance, ben, la lumière va simplement stimuler les gènes qui vont favoriser la souffrance. Et si ça se passe comme ça, ben à ce moment-là, ça veut donc dire que la lumière vient nourrir dans mes gènes, vient renforcer dans mes gènes une façon de voir les choses, qui est celle de souffrir en quelque sorte, et qui va faire qu'effectivement, je vais devenir programmé à souffrir tout au long de ma vie. Donc, je vais émettre une certaine lumière qui va être en accord avec l'idée que je vais souffrir. Donc, et c'est là, évidemment, que quand on dit c'est conscient ou inconscient, mais c'est certain que quand on parle du champ énergétique, le travail que moi j'ai à faire en tant qu'être humain, c'est de devenir de plus en plus conscient de ce que j'émets en termes de lumière.
Hein, cette lumière-là, elle est programmée, elle est pas, elle est informée par de l'information. Elle est animée par une conscience de quelque chose que j'aimais. Tu vois? Et c'est certain que c'est là, quelque part, qu'on doit comprendre, évidemment, que le travail intuitif va me permettre de faire des voyages en moi pour être capable de comprendre, justement, les informations que j'aimais mon issue et d'apprendre, justement, à me soigner. C'est ça qui va être un peu l'idée de ça. Peut-on changer cette programmation? Oui. Ceux qui sont habitués à la pratique de la pleine conscience intuitive, la technique que j'ai développée, il y a 3 volets dans la pratique qui sont bien sûr très importants. Il y a d'une part la lecture intuitive. La lecture intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai, moi, de me déplacer dans mon corps ou de me déplacer dans le corps d'une autre personne et de constater que dans ces voyages-là que j'effectue, je vais capter des images, des sensations ou des mots qui vont se manifester à moi. Ces manifestations-là c'est de l'information. Cette information, si je suis capable de rester dans une position de témoin et de m'adresser à ces perceptions-là, je vais être capable de communiquer avec elles et de comprendre que ces perceptions-là, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives, est animée par de l'information qui me transmettent des informations sur la maladie, sur la raison d'être de la maladie, de la perturbation, du déséquilibre émotionnel, etc. Donc, je vais arriver à comprendre justement que mon corps, à quelque part, lorsqu'il manifeste cette information-là, ben, c'est un peu comme si mon corps souhaitait me faire part de quelque chose. Il dit, Sylvain, j'ai envie de te dire quelque chose pour que tu puisses te soigner mieux. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc, la lecture intuitive, c'est une capacité qu'on a tous d'élargir notre champ de conscience pour être capable de comprendre davantage ce qui anime notre être. Donc, de ne pas être simplement dans l'inconscient, mais dans une conscience de notre inconscient, de notre structure subtile, être capable d'arriver à en comprendre le message. Ça, c'est un élément important. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que là, on aborde l'aspect de déprogrammation. Ça touche un peu la question de peut-on changer cette programmation? C'est-à-dire qu'il est possible de pouvoir justement reconnaître que dans mon corps, il peut y avoir de la souffrance, par exemple de la tristesse, et moi, je peux dire cette tristesse-là, écoute, tristesse, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Dans l'immédiat, très important. Ça veut donc dire que dans l'instantanéité, je peux produire une action pour changer la situation de tristesse que je vis. Alors, par exemple, je peux demander à la tristesse, qu'est-ce que tu as besoin pour que tu sois moins triste? Elle pourrait me dire, bon, ben, tu pourrais me tendre la main, par exemple, pour donner un exemple. Ben, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que moi, je pourrais tendre la main à la tristesse. Et j'observe qu'est-ce que ça fait comme réaction dans l'émotion de tristesse qui est en moi. Et évidemment, plus je fais ces actions-là, plus je suis en train de libérer la programmation. Hein, la tristesse est une programmation. Je suis triste. Alors, quand on est très figé dans notre état émotionnel, ça veut dire quoi? J'ai été triste, je suis triste et je serai triste. OK? Ça veut dire quelque part qu'on est programmé d'une façon figée. C'est-à-dire que l'énergie ne bouge plus. On a été quelque chose, on était triste, on l'est encore et on le sera demain. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus rien ne bouge. On pourrait se dire quelque part, on est condamné à la tristesse. Et c'est là que c'est important de comprendre que ça, c'est une croyance que l'on a. On est condamné à quelque chose parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien changer. Maintenant, quand on commence à prendre conscience qu'on peut intervenir dessus, que la déprogrammation, quelque part, peut nous amener justement à donner à notre corps ce dont il a besoin pour se transformer, bien, on se donne accès en tant qu'être humain à quelque chose d'autre que la tristesse. On se rend compte que derrière la tristesse se cache, par exemple, une grande force d'affirmation qu'on n'a jamais accueillie parce qu'on était trop inondé d'émotions de tristesse. On n'était pas capable de voir que derrière l'émotion de tristesse, il y avait ce potentiel d'évolution qui était en nous. Et plus on apprend justement à évoluer avec dans l'idée de la déprogrammation, à libérer l'émotion de tristesse, puis de plus en plus focusé sur le potentiel d'affirmation qui est en nous, mais c'est là quelque part qu'on est en train de changer. On est en train de changer notre condition. Notre cerveau développe de nouvelles connexions neuronales parce qu'on commence à se rendre compte justement qu'on est de moins en moins connecté avec la tristesse, mais de plus en plus connecté avec le désir d'affirmer qui est en nous. Donc, on est en train vraiment d'amener un changement de notre façon de voir la vie parce qu'on est en train de se libérer de quelque chose qui appartenait au passé pour accéder à quelque chose qui est en train de devenir, qui est un potentiel évolutif. Et c'est ça, quelque part, c'est là qu'on peut vraiment faire un travail sur l'aspect des programmations. Et le troisième volet de la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est le soin énergétique.
Alors, le soin énergétique, il y a plusieurs techniques de soins énergétiques qui existent dans la pratique et je vais vous en parler de certaines aujourd'hui qui concernent donc des choses dont j'ai pas beaucoup parlé depuis bien longtemps dans les conférences. Mais l'idée du soin, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai, moi, en tant qu'être humain, d'être un canal dans lequel j'accumule, en tant qu'être humain, de la lumière. Et cette lumière-là fait que je peux me la retransmettre ou la transmettre à un partenaire. Cette lumière-là, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de rétablir la négantropie en moi, de rétablir la négantropie chez un partenaire. C'est-à-dire de donner l'occasion à l'énergie vitale qui m'anime, par exemple, de se dégager, de se libérer, de se fluidifier, de devenir de plus en plus proche d'un état d'équilibre. Quand je fais sur un partenaire, c'est la même intention que j'ai de rétablir l'état dans lequel je perçois mon partenaire pour lui redonner un état de négantropie. Et dans ces conditions-là, évidemment, qu'est-ce que je vais observer? Ben, je vais observer évidemment quelque chose d'évolutif. Je vais voir des transformations prendre forme. Je vais voir quelque part que moi, quand je suis dans cette position de négantropie, ben, je ne suis pas la même personne. Donc, je vais commencer à identifier que je ne suis pas la même personne. Je vais commencer à me rendre compte que quand je suis bien, quand je suis dans cet état de négantropie, je m'exprime de telle façon, je vis de telle façon, je suis dans une position énergétique de telle autre façon. Donc, je vais commencer à construire ce qu'on pourrait presque dire un nouvel avatar, hein, un nouveau personnage qui va commencer justement à être de plus en plus dégagé de tout ce qui l'empêchait, de tout ce qui le perturbait. Et c'est là, évidemment, qu'on va vraiment aborder ce qu'on appelle l'auto-guérison. Le rajeunissement et l'auto-guérison, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de pouvoir regarder mon corps, non pas avec les yeux de mon passé, parce que les yeux de mon passé sont faire souvent référence à quelque chose de figé et quelque chose à quelque part qui n'est pas relié à un devenir évolutif. Plus je me rends compte que j'ai, moi, posé un regard d'observateur sur ce passé-là, et de le voir effectivement comme un processus en devenir de d'autres choses, plus je peux à ce moment-là amener l'aspect déprogrammation et soins pour amener une transformation, pour amener le changement. Et c'est là que je commence à comprendre que l'être humain que je suis est en évolution, est en mouvement, et que l'état de santé dans lequel je suis est en mouvement aussi. C'est pas quelque chose de figé. Alors, c'est sûr que si on reste dans un contexte matériel, dans la matière, et qu'on regarde, par exemple, la médecine classique, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ben, elle va nous parler de ce qu'elle a observé, elle, dans la matière. Elle va nous parler, quelque part, ben, que quand tu as telle maladie, ben, tu as tel pourcentage de mourir, tel pourcentage de guérison, etc., parce qu'ils vont se fier sur ce qu'ils ont observé avec les moyens de soigner qu'ils ont utilisés. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il existe des guérisons miraculeuses. Il y a un livre que je pourrais vous mettre en référence si vous le souhaitez dans le mail que je vous enverrai sur le replay, dans lequel, évidemment, c'est un livre très intéressant qui vous parle du cancer et des gens qui se sont guéris de leur cancer sans passer par des voies médicales. Ils ont utilisé des protocoles à quelque part complètement différents et ils ont entrepris des guérisons face à leur cancer dans lesquels ils n'ont pas passé par des voies classiques. Alors, c'est quand même intéressant. Puis ça nous ramène encore une fois à cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain de reconnaître que ma conscience a la capacité d'influencer ma santé et d'influencer la santé d'une autre personne si je soigne quelqu'un d'autre, par exemple. Là, une question qui m'est posée, est-ce en relation avec l'énergie Shambhala? Tu vois, là, on tombe dans quelque chose de théorique pour moi. Je vais m'expliquer en le disant. Alors, on a pu me dire, est-ce que c'est en relation avec l'énergie du Reiki? Est-ce que c'est en relation avec l'énergie autre, une autre énergie quelconque, des anges, etc., etc. Pour moi, quelque part, l'énergie, c'est de l'énergie. Puis l'énergie, c'est de l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quelle que soit l'énergie que j'utilise, la chose que je dois faire, c'est de devenir conscient que l'énergie que j'envoie vers moi-même ou vers un partenaire, c'est une énergie qui a donc une capacité de transformation. Et cette capacité de transformation, mon devoir à moi, c'est de comprendre de quelle façon qu'elle transforme, par des perceptions intuitives et non pas par des croyances. Vous voyez, c'est la nuance. Parce que je pense que c'est très important dans le milieu énergétique, il y a énormément de croyances. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire, ah ben moi, j'utilise telle technique, c'est la plus puissante. Sur quoi ils se basent pour dire ça? Ils se basent sur rien parce qu'il n'y a aucune recherche scientifique qui existe dans le milieu énergétique. Il y en a très peu. J'avais déjà fait venir des livres là-dessus, justement, sur les recherches dans le monde, dans le milieu de la guérison. Et il y a vraiment, il n'y a pas d'argent qui sont investis là-dedans, donc il n'y a pas de recherche. Donc, on ne peut pas se statuer à ce niveau-là. Donc, on doit comprendre que le guérisseur, qu'est-ce que c'est? C'est lui.
C'est moi. Je suis un conducteur. Le conducteur, c'est lui qui est plus important. On ne peut pas présumer à quelque part que parce que je suis en communication avec Shambhala ou communication avec l'énergie du Reiki ou l'énergie autre, que je peux présumer que je traque une énergie supérieure. Si moi, je ne fais pas de travail sur moi-même, ben, cette énergie-là ne peut pas passer à travers moi. Je dois donc moi-même être un bon conducteur pour commencer, pour être capable d'utiliser cette énergie-là. Et ensuite, cette énergie-là, je dois être capable de l'utiliser et d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'elle a comme impact sur le corps humain, qui est le mien ou le corps d'un partenaire. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on ne met pas l'emphase du tout parce qu'on a beaucoup cette idée de la pensée magique finalement. La pensée magique, c'est parce que j'utilise telle énergie, ben, j'ai un pouvoir plus élevé qu'une autre technique. Puis pourquoi on dit ça? Mais parce que c'est une croyance. On a une croyance à laquelle on croit, tout simplement. On n'a pas les moyens scientifiques. C'est pour ça que les appareils de santé, moi, m'ont toujours intéressé parce que je trouve que c'est une belle façon de briser, à quelque part, en tout cas, d'amener les questionnements sur la compréhension de ce que nous, on affirme, tu vois. Et pour moi, c'est important, cette notion de réflexion, parce que justement, ça nous permet de mieux comprendre ce que l'on fait et de parvenir justement à arriver à une meilleure compréhension des choses. Il y a une autre question qui est ici. Attendez, je vais peut-être fermer ça ici. Voilà. OK. Donc, est-ce qu'on peut transmettre l'énergie à un partenaire que si elle est d'accord ou non? Euh, c'est un autre thème, à quelque part, qui est récurrent dans la pratique intuitive, évidemment. C'est une question qu'on peut souvent se poser. Euh, on a moi personnellement, dans la pratique que moi j'enseigne, la pleine conscience intuitive, il y a donc un livre qui a été écrit sur la pratique, la méthode et qui explique justement le code d'éthique aussi utilisé par l'école. C'est-à-dire qu'on part du principe que quand on soigne quelqu'un, on ne peut pas le faire sans son autorisation. Pourquoi? Mais parce que quand on dit que la conscience doit participer au processus de guérison, c'est-à-dire que le guérisseur doit devenir conscient il doit être le plus conscient possible de ce qu'il a, de l'impact qu'il a sur son client, mais son client doit aussi être participatif. Il doit se voir comme étant un élément créatif dans le processus de guérison. S'il est passif, le guérisseur, le patient, en se disant sauvez-moi, guérisseur, moi j'ai rien à faire, je suis une pauvre victime, j'espère juste que vous allez me sauver. Vous voyez, cette espèce de pensée qu'on voit souvent, moi j'ai souvent vu ce genre de pensée-là, de gens qui vont aller voir un guérisseur uniquement quand ils ont tout essayé. Et là, ils sont à l'article de mort. Puis ils vont voir le guérisseur en espérant que le guérisseur va les sauver. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on voit souvent et qui met en évidence, à quelque part, l'incompréhension, la mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un soin énergétique. Un soin énergétique, la meilleure façon de fonctionner, c'est justement de le faire dans les conditions où la personne a une certaine capacité de se soigner, une certaine vitalité pour être capable de s'auto-guérir. Et c'est important, cette idée de s'auto-guérir. Ça veut bien vouloir dire que le guérisseur a la capacité de soigner, d'aider son partenaire, mais c'est la personne, à quelque part, qui reçoit le soin qui va faire le travail. Et ça, c'est vraiment important de ne pas s'approprier cette position-là, parce que c'est là qu'on pourrait tomber dans des pièges que tu manifestes, Stéphane, en disant, par exemple, ben moi je soigne je vais dans les hôpitaux et je vais soigner toutes les personnes qui sont malades là-bas, je leur dis pas, et j'en guéris plusieurs, tu vois? OK, tu en guéris plusieurs, mais comment tu sais que tu en guéris plusieurs? Ah, j'en suis convaincu, tu vois. Et encore là, ça nous ramène encore une fois à cette position où on n'est pas connecté avec la réalité. Et c'est malheureux parce que dans le milieu de l'énergétique, une des choses qui est malheureuse, c'est que on n'a pas accès à la liberté de pouvoir collaborer avec la médecine, par exemple. On n'a pas la liberté de pouvoir collaborer avec des gens qui pourraient nous aider à mieux comprendre l'impact des soins énergétiques. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un hôpital à un moment donné et dans lequel j'avais une infirmière qui avait une certaine ouverture et j'ai pu faire des soins sur des personnes malades et on a eu des résultats exceptionnels. Un point tel où la clinique de la douleur de l'endroit est venue me voir pour se demander qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je faisais, parce que les patients qu'il soignait et avec lesquels il y avait peu de résultats, ben, qu'avec moi, j'arrivais à des résultats exceptionnels. Tu vois, donc, c'est juste pour faire valoir quelque part que c'est super important, donc, de tendre la main vers cette possibilité justement de collaborer. Puis un jour, ça sera peut-être plus fréquent, mais c'est sûrement important. Et que si on fait un soin avec une personne, on doit bien sûr toujours demander la permission à notre partenaire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai quelqu'un à côté de moi qui est malade, je dois lui demander s'il veut bien que je lui fasse un soin. Je n'ai pas à faire un soin sans lui demander
son autorisation. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. C'est que moi, j'ai passé un certain Noël à un moment donné. J'avais une personne à côté de moi lors de ce repas-là et elle ne m'a pas parlé de la soirée. Alors, pourquoi elle ne me parlait pas de la soirée? Je ne le savais pas. Je trouvais ça un peu bizarre. J'ai trouvé ça une soirée un peu ennuyante parce que j'essayais de communiquer avec elle et elle me fuyait carrément. Et j'ai su plus tard qu'elle me fuyait parce qu'elle avait peur que je perçoive des choses de sa situation. Bon, je n'ai pas connu le détail parce que moi, j'avais aucunement intention de faire des lectures à son insu. Ça m'intéressait vraiment d'aucune façon. C'était Noël, j'avais absolument pas cette idée-là. Sauf qu'elle avait peur. Et ça met bien en évidence un problème que le thérapeute intuitif doit être conscient, c'est que on doit faire attention à ça parce que, un, beaucoup de gens ont peur d'être envahis par quelqu'un à qui ils n'ont pas demandé rien. Hein. Moi, par exemple, moi, je pourrais être un intuitif et je pourrais commencer à parler avec des gens autour de moi en leur disant, ah, ben oui, j'ai perçu ça chez toi, tu as telle difficulté, tu as tel problème. Il y a des gens qui apprécieraient, mais il y a bien des gens qui pourraient se sentir un peu comme une forme d'intrusion, une forme d'envahissement. Comme ça, quelque part, c'est pas correct ce que je fais, tu vois. Et je pense que c'est important de comprendre ici qu'on n'est pas là pour prendre le poids des gens sur nos épaules. On est là pour collaborer avec eux. On est là pour les aider. On est là pour justement leur donner le temps de la main. Et que si on veut favoriser un travail de rajeunissement et d'auto-guérison, c'est bien évident que ces gens-là, quelque part, doivent participer à leur processus de guérison. Ils doivent être conscients qu'ils ont un rôle à jouer. Et que nous, ben, on est simplement des stimulateurs, on est simplement comme des révélateurs de cette capacité qu'ils ont de favoriser ce rajeunissement-là. Merci Sylvain. Et à soi-même aussi, doit-on se demander la permission avant de le demander à la personne? Je ne comprends pas très bien les questions. Si je comprends ta question, je vais te la dire, puis tu vas me dire si c'est ça. C'est que tu me demandes si tu dois te demander à toi-même la permission avant de faire un soin à une personne. C'est ça, hein? Tu sais, à un moment donné, demander la permission, c'est bien, mais demander la permission à trop de monde, ça ouvre la porte, évidemment, à ce que la permission nous soit refusée. OK? Je vais te donner l'exemple. Ben, moi, je demande la permission à moi, je demande la permission à Jésus, à Joseph, à la Vierge Marie, à Bouddha, etc. Bon, à quelque part, ça devient une situation finalement qui devient dans laquelle je ne me mets pas dans une position de puissance. Le guérisseur, le soignant, l'énergéticien doit être dans une position de puissance parce qu'il s'est ancré. L'enracinement est vraiment la technique de base qui va faire qu'il va se mettre dans une position d'alignement. L'alignement fait qu'on n'est pas une victime, on est dans notre pouvoir. Et si on est dans notre pouvoir, bien sûr qu'on n'a pas à imposer un soin à quelqu'un sans lui demander, mais on est dans une position où si on est capable de dire à la personne qu'on pourrait lui faire un soin, c'est qu'on est dans un pouvoir. Un pouvoir dans lequel on ne donne pas le pouvoir à tout le monde finalement. Soit on est dans une position de force avec nous-mêmes. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire par là, Stéphane. On rentre dans les croyances, ben c'est sûr que les croyances, quelque part, ben, c'est un domaine très vaste parce que dans le monde spirituel, puis dans le monde énergétique, il y a énormément de croyances, il y a énormément de choses qui sont affirmées, qui sont dites sans qu'on prenne le temps de les vérifier. Et c'est pour ça que c'est intéressant, évidemment, de confronter dans le milieu du rajeunissement et auto-guérison, de le confronter avec des appareils. Ça peut permettre justement de comprendre des choses. Donc, ça, c'était pour une introduction assez large. Puis évidemment, quand je disais tantôt que la conscience, quelque part, comment elle fonctionne dans cette travail de guérison-là, c'est que quand on commence à regarder cette fameuse lumière, à quelque part, la lumière, c'est le cosmos, l'univers. Hein, moi, je m'enracine, je manque avec l'énergie de la Terre, je me mets dans une position de gravité, hein, de gravitation, je suis connecté avec le sol, j'ai une puissance, et cette puissance-là fait que je peux venir à moi l'énergie du ciel. Et cette énergie du ciel, ben, elle provient du Soleil, mais elle provient des planètes, elle provient du cosmos dans son infiniment grand, dans le sens qu'il y a des influx cosmiques qui se manifestent sur mon corps. Cet influx cosmique-là, plus il est important, plus il me permet de pouvoir justement mettre en lumière quelque part que cette lumière-là, ben, elle va se répartir dans mon corps, puis elle va donc manifester ce que j'appelle une conscience de mon espace intérieur. La conscience de mon espace intérieur, pour moi, c'est ça que j'appelle le terrain. Le terrain, finalement, c'est une condition énergétique. Par exemple, dans la photographie Kilian, quand j'ai utilisé l'appareil de photographie Kilian, j'ai constaté qu'il y avait c'est pas moi qui l'ai constaté, c'est le Peter Mandel, qui est l'Allemand qui a été à l'origine des travaux autour de cette façon de fonctionner. Il y avait 3 terrains principaux qui avaient été observés. Le premier terrain, c'est une situation où
les gens mettaient leurs doigts et leurs orteils de pied sur une photo et dans une chambre noire, il y avait donc une émission électronique qui était émise sur les doigts et les orteils de pied et c'est ça qui faisait que ça marquait sur le papier photo et ensuite on pouvait voir la répartition énergétique de la personne. Il y a certains terrains dont moi je faisais partie, qui était le terrain qu'on appelle neuroendocrinien, c'est-à-dire un terrain dans lequel on a beau mettre nos doigts très forts sur le papier photo, nos orteils très forts sur le papier photo, il n'y a rien à faire, il y a rien qui apparaît, ou très peu qui apparaît. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie justement que le sang n'est pas abondant. Il y a un manque de conductibilité des liquides dans le corps, par exemple. Ça c'est un terrain qui avait été observé dans cet appareil-là et qui mettait en évidence que les gens qui avaient ce type de problème-là, bien évidemment, avaient besoin d'être nourris au niveau des liquides, par exemple. C'est un désordre de l'eau, en fin de compte, que l'on pourrait dire. Il y avait un autre terrain qui, lui, mettait en évidence que les gens faisaient la même chose, mettre les mains et les pieds de la même façon, et la photo sortait. Et là, on voyait comme des doigts très foncés, des pieds très foncés, et on voit des boules, plein de petites boules dans la photo. Des petites boules rondes, sombres, qui des fois sortaient des doigts. C'est un peu comme s'il y avait des perles, que ça faisait comme des colliers de perles, de boules, des choses comme ça. Alors ça, c'est souvent associé ce qu'on appelle de l'acidité. C'est-à-dire que des gens, quelque part, sont pleins intérieurement, électriquement parlant, ne sont pas nécessairement gros, hein, physiologiquement parlant. C'est des gens qui peuvent être très minces, sauf que leur physiologie est dans une position, quelque part, de réactivité importante. C'est souvent des désordres de feu, par exemple. Ce sont des déséquilibres à quelque part. J'ai de l'énergie, mais l'énergie, à quelque part, je ne sais pas la gérer et elle manifeste à quelque part énormément de frustration, de mécontentement et à quelque part, je produis beaucoup d'acidité. Et ça peut générer évidemment donc des problèmes de différents ordres, hein, puisque mes émonctoires ne sont pas en mesure d'éliminer l'acidité comme je le souhaiterais. Et et la photo me montre justement l'ensemble de toute cette acidité-là qui est trop abondante dans la photo. Donc ça, c'est un peu relié souvent à des désordres de feu, par exemple, pour donner cet exemple-là. Et il y a aussi une troisième type de terrain qu'il reconnaissait, Peter Mandel, qui était un terrain dans lequel la photo avait deux styles de photo. Une des photos, c'était que les méridiens étaient fermés. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on voit un doigt avec un genre de soleil autour, on voyait le doigt qui s'était effondré, un peu comme si ça devenait un point noir très, très gros et très, très noir, comme si le méridien était fermé. Donc souvent, ça s'est associé à des gens qui avaient eu des opérations ou qui avaient des dysfonctionnements de leurs organes qui étaient assez importants pour qu'ils sachent qu'ils ont des problèmes. C'était un niveau, à quelque part, assez grave qui mettait en évidence justement que ces gens-là avaient déjà une conscience de leurs problèmes parce que le fait que le méridien était fermé mettait bien en évidence, à quelque part, qu'il y a un désordre important qui était présent chez ces personnes-là. Donc ça, c'était un troisième terrain qu'on appelait le dégénératif, en fin de compte. Puis il y a un autre terrain qui s'appelait l'inerte. L'inerte est intéressant parce que lui, ce qui met en évidence, c'est que les doigts puis les pieds d'une personne, on prenait une photo et là, on voyait une photo, deux photos, trois photos, quatre photos, cinq photos, avant un soin, après un soin, et ça ne bougeait pas. L'énergie était toujours la même et elle ne bougeait jamais. Alors ça, souvent, c'était ce qu'on appelait un terrain inerte qui mettait en évidence à quelque part que la personne avait appris à ne plus réagir à des stimuli parce qu'elle était en danger. En danger dans le sens qu'elle avait compris que quelque part, elle devait préserver son équilibre parce que son équilibre, finalement, était profondément chaotique à l'intérieur et qu'en gardant l'inertie, en bloquant tout, ben, elle gardait un équilibre précaire, bien sûr. Hein. On sait que cet équilibre précaire ne pouvait pas, à long terme, demeurer un équilibre. Il allait inévitablement tomber. Mais la façon qu'elle avait apprise à fonctionner, c'était en se mettant dans cette position un petit peu de figé, qu'elle avait figé les choses. Alors, je donne cet exemple-là pour mettre en évidence justement que cette notion de terrain est très intéressante parce que quand on parle de rajeunissement et autoguérison, on comprend que moi, en tant qu'être humain, quand je reçois la lumière dans mon champ énergétique et que je réémets de la lumière, ben, cette lumière-là reflète ce qu'on peut appeler le terrain. Le terrain, c'est la condition physiologique qui est en moi, qui fait que je suis en harmonie avec mon corps, puis avec l'énergie qui circule en moi, ou en désharmonie. Et que ce terrain-là ben, peut finalement m'indiquer les tendances
pathologiques ou les tendances de perturbation qui sont en moi qui vont inévitablement favoriser un vieillissement prématuré. Hein, parce qu'évidemment, ces désordres-là, ben, c'est pas de la négantropie que ça crée. Hein, ça crée de l'usure, ça crée des efforts. Hein, je suis en effort pour essayer de préserver ma capacité à faire mes journées, à fonctionner finalement. Et tout ça est basé sur des efforts qui vont contribuer donc à me garder dans cette position d'effort. Puis avec le temps, bien évidemment, cet effort-là va devenir tellement grand que je ne serai plus capable de le soutenir. Et c'est là que je risque effectivement de sombrer dans un état encore plus proche de la maladie. Alors, vous voyez que tout ça, finalement, m'amène, je veux vous amener dans un premier temps ici à vous faire comprendre que dans un premier temps, on a tout cet espace, un espace énergétique à l'intérieur de soi, et cet espace-là, on a toute la capacité de porter notre attention pour voyager à l'intérieur de soi, pour apprendre à s'harmoniser à cet espace quantique que j'appelle, qui est cette notion de terrain. Mais dans ce terrain-là, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de nos gènes, au niveau de la cellule? Bien, il va effectivement amener des fixations, des programmations figées dans nos gènes. C'est-à-dire que nos gènes vont se déployer, vont se développer en accord avec cette lumière-là qui va finalement me mettre dans des situations où je vais me programmer quelque part quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est-à-dire que si moi je suis convaincu à quelque part que je dois mourir très jeune parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, ben, cette lumière-là va créer un espace quantique favorable à la maladie. Et évidemment, mon épigénétique, ma conscience génétique, ben, elle va contribuer aussi à me laisser croire quelque part que j'ai pas de solution et qu'éventuellement je vais mourir assez tôt. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut prendre forme. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre ça. Puis aussi, évidemment, si on met ça maintenant au niveau des neurosciences, ben, avec le cardium d'ailleurs, ben, évidemment, on comprend évidemment que ce processus lumineux qui crée un terrain et qui va donc avoir une action sur les gènes, ben, il va finalement être géré par la suite par mon cerveau, par ma capacité justement à être capable de gérer d'un point de vue énergétique tout le stress qui vient avec cette perturbation qui est en moi. Ainsi, je suis capable, moi, de développer une psychologie positive, avec de la gratitude, avec une conscience à quelque part de relaxation, de me dégager, de me libérer de mes programmations, de mes limitations, ben, je vais contribuer à changer les données. Tu vois, je vais commencer à me rendre compte à quelque part que l'être que je suis peut recevoir la lumière différemment, puis peut donc induire au niveau de mes gènes des gènes différents qui vont donc être favorables à ma guérison. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre que ma capacité à moi de me soigner, ben, elle est là, puis elle devient même puissante parce qu'elle peut vraiment favoriser un travail très intéressant et que c'est là que ces appareils-là permettent en quelque part de mieux comprendre justement ma capacité à m'ouvrir à cette capacité de transformation qui est en moi et de générer un mouvement de plus en plus équilibré. Donc, ça, c'était une autre chose que j'avais envie de vous dire. Puis, évidemment, un élément que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui par rapport à cette notion de terrain, c'est ce que j'appelle, moi, les éléments. Les éléments, finalement, c'est que dans mon corps, on pourrait dire qu'on est animé par des courants d'énergie. En médecine chinoise, ils ont reconnu un certain type de courant d'énergie. Ce n'est pas de ceux-là dont je vais vous parler, quoique je reconnais leur intérêt, mais c'est un système de santé. Moi, je vais vous parler d'un autre système de santé que j'utilise plus parce qu'il est plus proche de ma vision des choses, puisqu'il est plus en harmonie avec les chakras, entre autres. C'est ce qu'on appelle les éléments qu'on reconnaît en médecine ayurvédique, par exemple. En médecine ayurvédique, on va dire qu'une personne, ben, elle a beaucoup de terre, beaucoup d'eau, beaucoup de feu, beaucoup d'air, etc. On va reconnaître à quelque part que ces éléments-là sont des courants d'énergie qui vont contribuer à créer des conditions favorables à la santé, ou non, tu vois. Et donc, le médecin ayurvédique a développé beaucoup ça, puis également, il y a Hippocrate qui s'est beaucoup intéressé à ça, puis même la naturopathie a beaucoup longtemps travaillé avec les éléments, puis les tempéraments qui sont inspirés des éléments aussi, qui permettaient de comprendre ça. Puis moi, je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie médicale, et l'astrologie médicale, c'était beaucoup inspiré de ces éléments-là également pour arriver à une compréhension. Puis évidemment, c'est sûr qu'on comprend que si on pense à rajeunissement et auto-guérison, ben, un excès de feu, par exemple, ben, ça peut favoriser des inflammations chroniques. Un manque d'eau, hein, ben, ça peut favoriser la déshydratation. Euh,
un déséquilibre de l'air, mais ça peut perturber notre système nerveux, ça peut entraîner du stress, tu vois. Donc, on comprend ici que selon que ces éléments-là, quelque part, sont dans une position plus ou moins favorable, ben, on comprend évidemment que notre corps ben, va se retrouver dans une position où son terrain, en quelque sorte, va être moins en condition pour favoriser un bien-être. Et c'est là qu'on comprend que la lecture intuitive, en faisant des lectures intuitives, on arrive à comprendre pourquoi ces perturbations existent. La déprogramation ben, nous amène à déployer des ressources guérisseuses qui sont en nous qu'on ne voyait pas parce qu'on était trop figé dans nos programmations limitatives. Et puis, évidemment, les soins qui vont rétablir la lumière puis redonner à quelque part à notre corps un espace d'ouverture favorisant davantage la guérison. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous parler ici, c'est que ces 5 éléments-là, bien évidemment, vous l'avez compris, l'élémentaire, par exemple, est beaucoup lié à la structure, tout ce qui s'appelle matière, donc les os, les muscles, les organes, enfin, tout ce qui s'appelle matière, l'élémentaire va être beaucoup présent dans cette structure-là. Dans l'eau, ben, tout ce qui s'appelle liquide dans notre corps, ben, il va se retrouver dans cet élément eau-là. Donc, c'est le sang, le mésenchyme. Le mésenchyme, c'est ce qui est le liquide autour des cellules, etc., etc. Le lymphe sont tous des liquides qu'on va retrouver, qui ont un rôle important à jouer dans notre corps et qui vont favoriser, évidemment, encore une fois, des conditions favorables à la santé quand ils sont équilibrés, bien sûr. Il y a le feu, évidemment, qui lui est davantage relié à l'énergétique, donc à l'énergie, au métabolisme, à la capacité que j'ai de rayonner en tant qu'être humain. Hein, donc, plus j'ai de l'énergie, plus je suis capable de faire plein de choses. Donc, le feu, c'est ça. C'est la capacité, donc, d'avoir de l'énergie et de pouvoir agir en conséquence. Alors, évidemment, le feu, ben, comme on l'a dit tantôt, ça peut être en excès. L'excès ben, va favoriser donc une inflammation chronique, ce qui n'est pas souhaitable. L'air, bien évidemment, va toucher la respiration, mais aussi tout ce qui s'appelle le système nerveux. Hein, la cohérence cardiaque, hein, ça nous rappelle la notion de cohérence cardiaque qui touche donc la notion de la circulation du sang, puis en même temps également la gestion de nos émotions. Donc, on voit que l'air gère ça. Puis, il y a l'éther également qui, lui, va être davantage lié donc à la communication cellulaire. À la communication cellulaire, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que la communication cellulaire, il y a des recherches récentes dans les neurosciences justement qui mettent en évidence que les cellules ont une capacité d'émettre un langage sonore qui a pu être mesuré par certains chercheurs et ils ont pu faire des liens entre cette capacité d'émettre des fréquences et des fréquences cellulaires qui pouvaient s'apparenter au langage. Et ils ont pu même faire des corrélations entre le langage que l'on a, nous, et ces fréquences électromagnétiques qui sont comme un bruit, quelque part, hein, un peu comme un langage, en fin de compte. Puis ils croyaient quelque part que cette idée-là, ben, justement, c'est que par la parole, ben, je peux, moi, retransmettre cette fréquence cellulaire qui peut être émise en moi. Et par la parole, ben, je peux devenir conscient de ce que j'ai à communiquer, mais je peux aussi dire des choses qui sont pas nécessairement un reflet de ce que je suis réellement. Et on peut facilement devenir, par exemple, envieux, colérique, tu vois. On peut manifester quelque part des émotions, finalement, qui sont pas d'accord avec nous, mais qui peuvent refléter des ondes de notre corps qui ont des zones de perturbation au niveau de la communication cellulaire qui vont vont refléter justement ces frustrations-là. Donc, je trouve ça intéressant de le présenter comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça, c'est pour l'aspect éther au niveau de la région de la gorge. Il y a également l'énergie de l'éther au niveau du chakra frontal qui est beaucoup liée à la lumière, hein, au cycle circadien, justement au rythme de le jour, la nuit, etc., qui fait que l'être humain que je suis ben, apprend donc à fonctionner à l'intérieur de ce rythme-là. Mais il y a également aussi un autre élément, bien évidemment, c'est toute la notion de l'intuition. Cette capacité que j'ai de reconnaître que la lumière, finalement, qui m'anime à quelque part, me permet de pouvoir devenir un perceptif, un intuitif, qui me permet de comprendre que la lumière que j'aimais, soit je le fais à mon insu et je suis inconscient de ce que j'aimais. C'est là que ça nous ramène à la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, on sait tous à quelque part que quelqu'un qui n'est pas conscient de lui-même, ben, il va émettre quelque chose qui va faire en sorte qu'il va attirer vers lui des gens qui vont simplement lui refléter ce qu'il est.
Alors, s'il est comme une victime, ben, on va lui refléter des expériences humaines dans lesquelles cette notion de victime va être reproduite, ce qui n'est pas souhaitable, même si c'est ça qui va peut-être se passer. Mais s'il fait un travail de conscientisation, il risque de devenir conscient de ce qu'il émettait et d'amener des changements, des transformations qui vont lui permettre justement d'émettre une lumière plus en accord avec qui il est vraiment, parce qu'il va se libérer de ces perturbations-là. Donc, je pense que ça, c'est un autre élément de l'éther, hein, c'est cette capacité que moi j'ai de devenir effectivement conscient de la lumière que j'émets et d'être capable donc d'être en accord avec elle, d'être en accord avec ce que j'émets de cette lumière-là, tu vois. Et puis également, dans l'éther toujours, il y a une troisième expression qui est reliée au chakra couronne, qui est davantage reliée à l'alignement. C'est-à-dire que quand je suis connecté avec mon âme, pourrait-on dire, ben, je suis dans une position d'alignement. Et cette position d'alignement fait que je suis en accord avec qui je suis au plus profond de mon être. Par contre, il arrive des moments donnés dans la vie où on n'est pas en accord du tout avec son être. On n'est pas du tout en accord avec notre mission de vie. On fait des choses qui sont en désaccord complet total avec ce qu'on juge être véritablement qui on est. Et ça aussi, c'est un autre élément, quelque part, qui peut être intéressant de comprendre justement de quelle façon qu'il est possible de, de se syntoniser, de s'harmoniser justement avec chacun de ces énergies-là pour être capable d'être dans cette position d'alignement, être capable donc d'arriver à reconnaître que le potentiel de rajeunissement, ben, peut s'effectuer justement en apprenant à explorer cette dimension-là. Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce que je viens de vous dire? Oui, Louis, c'est une question. C'est ça que je comprends. Tu me dis oui, donc je présume que tu as une question. Soit que tu prends le micro ou que tu Ouais, le... je vais prendre le micro, ça va plus vite que l'écrire. Si on n'est pas en accord avec notre mission de vie, euh, puis on n'en est pas conscient, ça c'est une chose. Si on n'est pas en accord avec notre mission de vie, puis on en est conscient, est-ce que tu peux donner une solution potentielle pour les deux situations, Ben, si s'il ça vous n'est pas plaît? conscient, je te dirais que si ça n'est pas conscient, il n'y a pas de problème. Parce que si ça n'est pas conscient, ça veut dire quelque part que tu es... Je vais donner un exemple. Il y a des gens, moi j'ai vu ça, des gens qui vont vivre pendant un long laps de temps, un peu comme d'une façon endormie, on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'ils font métro boulot de dos, ils ont une vie, ils ne se posent pas de questions, ils font leur vie comme on leur a dit de faire. C'est-à-dire qu'on doit aller à l'école, on doit faire une profession, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit se marier. Alors, ces gens-là ont complété toutes les cases. Puis à un moment donné, un matin, il se lève, puis il dit, hey, qu'est-ce que je fais là, là? C'est pas moi, ça. Ils ont comme un éveil, tu vois, ils ont comme une prise de conscience que la situation dans laquelle ils étaient n'est pas un reflet de qui ils sont vraiment. Donc ça, c'est l'éveil qui remet en question tout ce qu'ils ont été, tu vois. Par contre, toute la phase dans laquelle ils ne se posaient pas la question à savoir s'ils étaient au bon endroit ou pas, ils étaient relativement heureux. Mais quand ils s'éveillent, ben là, c'est un drame parce qu'ils se rendent compte, quelque part, que toute leur vie qu'ils ont construite est en désaccord complet et total avec qui ils sont vraiment. Donc, c'est là qu'il y a une espèce de grande, grande crise parce que on se dit, mais mon Dieu, est-ce que je suis obligé de tout faire éclater pour me renouer contact avec qui je suis vraiment? C'est ça un peu la question existentielle à laquelle ils vont être faire face, ces gens-là, tu vois. Donc, quand tu sais pas quelque part que tu es à côté de tes pompes, ben, quelque part, il n'y a pas de problème, dans le sens que tu vis, puis même si quelqu'un te dirait que tu es à côté de tes pompes, tu dirais à la personne, ben, va te faire foutre, moi, je me trouve bien correct comme ça. Tu vois, il y a la personne qui n'est pas consciente, elle n'est pas consciente. Quelqu'un qui est conscient, ben, cette personne-là, quelque part, ben, elle doit reconnaître quelque part qu'à partir de maintenant, parce on pourrait se juger. Ah, ça fait 20 ans que j'aurais dû me réveiller. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu n'étais pas prêt. Donc, pardon, je vais me pardonner. Puis je vais me reconnaître que même que grâce à ces années-là que j'ai passées, j'ai même de la gratitude parce que grâce à ces années-là, j'ai pu vivre quelque chose qui m'a me satisfait, tu vois, qui m'a permis de m'épanouir sur certains points-là. Peut-être pas tous les plans, mais quand même. Donc, on comprend quelque part que la notion de responsabilité, c'est de se dire qu'à partir de maintenant, j'ai la responsabilité de renouer contact avec qui je suis vraiment. Donc, à partir de maintenant, j'ai des choses à faire pour changer la situation. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben, ça va dépendre de ma stratégie. Je ne suis pas obligé de tout chambarder ma vie.
mais je suis obligé d'entendre quelque part que mon corps, lui, souhaite que je fasse des changements. Et ces changements-là, ben, je vais devoir les faire en accord avec la vision que ce corps-là a d'amener les changements. Donc, s'il veut, lui, que je fasse des changements majeurs parce que je ne peux pas faire autrement, ben, je vais peut-être faire des changements majeurs. Et alors que d'autres êtres humains vont dire, ben, moi, je sens le besoin de le faire plus doucement parce que quelque part, je ne sens pas l'utilité de le faire de façon trop violente, par exemple. Tu vois, ça va vraiment être variable à ce moment-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, merci. Merci, Sylvain. Donc, alors ça nous amène, donc vous l'avez compris, évidemment, on pourrait parler longuement de ça, mais c'est un peu le sens que je vais vous amener d'un autre point de vue, c'est-à-dire que dans la pratique intuitive, cette notion de terrain est importante parce que ça veut donc dire quelque part que chacun d'entre nous avons cultivé sans s'en rendre compte, hein, quelque part, un terrain. Si de penser par exemple à l'alimentation, ça fait X temps que je mange d'une certaine façon. Donc, cette façon de manger que j'ai depuis X temps, ben, a cultivé un terrain, une condition favorable à la santé ou défavorable à la santé. Mes pensées, mes émotions, ma façon de gérer ma vitalité, ma façon de gérer le stress, euh, ma façon de gérer les activités physiques que je fais ou pas, etc. Tout ça va contribuer aussi à me mettre dans une position plus ou moins favorable. Donc, à la santé, c'est donc un terrain, ça aussi, à quelque part, qui est là. Donc, euh, puis évidemment, quand on commence à regarder mes pensées, ben, quelque part, mes pensées aussi contribuent à créer un terrain plus ou moins favorable à la santé. Donc, on comprend évidemment que la notion de terrain, elle touche plusieurs aspects de notre vie et que plus on apprend justement à se prendre en main sur plusieurs plans, mais plus évidemment, on commence à avoir une action sur ce terrain-là. Puis c'est certain que l'alimentation est importante, l'activité physique est importante, et la conscience qui peut donc interagir sur mon corps devient importante. Et je vous rappelle que tant sur l'épigénétique, le travail sur l'épigénétique que sur les télomères, ils ont constaté la même chose, c'est que l'alimentation, le sport et la capacité de développer une conscience participative dans mon corps où je reconnais que je peux faire des changements, qu'on peut donc arriver à des résultats intéressants. Donc, ça veut donc dire que vous avez peut-être à faire une réflexion quand on parle de régénération et auto-guérison, ben vous dites, ben, peut-être que j'ai à réfléchir sur ma façon d'envisager ma nourriture, peut-être pas, hein, ma façon de gérer les activités physiques, gérer mon stress, gérer mes pensées, mes émotions, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. La bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai fait un petit quiz c'est pas un quiz, c'est plus une forme d'évaluation, un genre de profil que ça va vous donner, qui est assez complet. Je peux peut-être vous le présenter. Je ne sais pas si bon, je vais pouvoir le faire adéquatement parce que je me suis préparé un petit peu tardivement pour ça. Euh, attends, partager. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu un exemple d'une carte de régénération que j'appelle. Alors, vous voyez que la carte de régénération, c'est un genre d'endroit, un espace dans lequel vous allez aller, puis vous allez pouvoir effectivement compléter un certain nombre de questions. Et à la fin, vous allez avoir votre carte de régénération qui vous donne un certain pourcentage de votre potentiel santé. Et puis ensuite, il y a évidemment donc un âge biologique versus l'âge chronologique, basé évidemment non pas sur une mesure physiologique, mais plutôt sur un questionnaire, une interrogation que vous allez avoir, vous allez devoir répondre à des questions. Et vous avez donc un âge biologique et un âge euh, chronologique qui vous est proposé ici. Puis ensuite, vous avez une répartition des éléments, terre, eau, feu, air, dont je vous ai parlé tantôt, qui va vous être présenté ici. C'est peut-être pas très gros, hein, l'image, mais je vous donne un peu l'idée un peu globale pour vous montrer. Puis ensuite, bon, vous avez une analyse de votre potentiel santé avec des informations. Donc, on vous donne des pourcentages au niveau des éléments avec des petites informations théoriques. On vous présente ici une cartographie énergétique dans laquelle vous allez voir les correspondances au niveau des organes et des systèmes et des pourcentages qui sont associés à ça. Donc, les touches brunes sont des indices de déséquilibre un peu plus importants par rapport au vert qui est plus de l'équilibre, pour vous donner un exemple. Vous avez ensuite un équilibre des chakras, donc vous avez un pourcentage au niveau des chakras qui vous est donné à travers donc le questionnement à lequel vous allez répondre.
Vous avez ensuite l'état des systèmes corporels, donc le corps physique, à quoi ressemblent les zones de fragilité, etc. Vous avez quelque chose de très intéressant après, c'est une analyse de chaîne causale. Chaîne causale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à partir du moment qu'un chakra et un élément a été affecté, ben, vous avez une chaîne causale possible et il y a donc une information qui vous est donnée, tant d'un point de vue énergétique que d'un point de vue psycho-émotionnel. Donc, dans ce petit document-là, vous avez l'opportunité de faire une analyse énergétique de la chaîne causale, mais aussi psycho-émotionnelle, qui est quand même très intéressant. Euh, ça mérite à quelque part que vous y portiez attention, je dirais. Et puis, vous avez également l'opportunité, donc il y a un genre de petite synthèse qui vous est présentée ici. Puis ensuite, vous avez aussi un contexte médical. Donc, vous pouvez également utiliser le contexte médical pour faire part de votre situation de santé. Par exemple, j'ai été opéré il y a 2 ans à tel endroit, j'ai eu tel problème de santé, tel autre problème. Vous pouvez prendre le temps de donner euh, les problématiques que vous avez vécues dans votre vie, un peu comme une histoire de cas de votre situation de vie depuis que vous êtes enfant jusqu'à aujourd'hui. Ça dépend vraiment de votre degré d'investissement dans l'évaluation que vous allez faire. Et vous pouvez aussi donner les médicaments que vous prenez, les remèdes que vous prenez, etc. Et il va y avoir une évaluation qui va vous être donnée, qui peut valoir ce qu'elle vaut. Hein. C'est pas, c'est pas de c'est plus comme un outil que je vous propose que vous pouvez jeter un coup d'œil. Moi, c'est un outil que j'utilise dans les consultations. Lorsque des gens, quelque part, veulent avoir une vision un peu plus de la santé, ils peuvent prendre le temps de faire une évaluation assez complète avec ce document-là. Et vous avez ensuite, bien évidemment, donc un protocole, des protocoles qui vous sont proposés pour chacun des éléments, avec des propositions qui vous sont faites pour vous dire qu'est-ce que pourrait être fait, etc. Donc, ça peut être intéressant. Puis, vous allez aller plus loin, mais ça, c'est là que je vous propose des consultations avec avec un enseignement en ligne, entre autres. Puis, donc, vous avez des propositions qui sont faites, puis une consultation simplement pour faire un approfondissement ou le forfait de 5 consultations avec des enseignements en ligne qui vous sont proposés. Ça, vous pourrez jeter un coup d'œil. Puis l'autre chose que je vais vous montrer, je ne peux pas vous montrer ici, c'est vrai, c'est que vous pouvez également faire des évaluations comparatives. Une évaluation comparative, ça, c'est vraiment ouvert aux gens, c'est disponible aux gens qui veulent faire, qui vont faire une démarche avec moi. On va pouvoir faire une évaluation comparative entre un moment où vous avez fait cette mesure-là, puis, par exemple, je ne sais pas moi, 6 semaines plus tard, vous feriez une deuxième mesure. Donc, à ce moment-là, l'appareil va vous permettre, pas l'appareil, mais le questionnaire va vous permettre d'avoir une vision de où est-ce que vous étiez, où est-ce que vous êtes, avec une interprétation qui va vous être proposée également. Donc, ça peut, puis évidemment, moi, je suis là aussi pour vous donner une guidance aussi par rapport à ça, mais ça peut être intéressant, évidemment, de voir un petit peu l'évolution. Donc, je pensais que ça pourrait être quelque chose de ludique et sympathique pour ceux qui veulent justement explorer cette idée du rajeunissement. Donc, vous allez pouvoir y aller gratuitement si ça vous dit, puis faire l'évaluation. Il n'y aura pas de avant et après dans ce cas-ci pour ceux qui ne vont pas s'engager avec moi, mais vous avez quand même une possibilité d'avoir un genre de vision, une réflexion sur votre situation énergétique concernant donc où est-ce que vous en êtes dans votre vie présentement. Est-ce que ça va pour ça? Donc, c'est un petit peu ce que j'avais, qui est un nom qui ça peut être intéressant. Donc, vous allez avoir justement cette opportunité-là de jeter un coup d'œil si ça vous dit et de l'expérimenter, ce petit test-là. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. C'est tout récent, c'est la première fois que je le présente. Et c'est fait récent, récent, récent. Alors, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être un outil intéressant pour ceux qui ont envie de réfléchir sur le rajeunissement et l'auto-guérison et de voir de quelle façon qu'ils pourraient donc euh, avoir un regard sur eux qui peut les stimuler, je dirais. Et puis, évidemment, moi, je peux vous aider si vous le voulez, mais c'est pas, l'obligation n'est pas là puisque c'est gratuit, le test, là, mais si ça vous dit, bien évidemment, vous avez l'opportunité également que moi, je vous accompagne dans la démarche. Donc, vous pourrez jeter un coup d'œil là-dessus. Vous recevrez ça avec le replay, puis le petit vidéo que je vous ai parlé, là, audio, dans lequel vous avez une réflexion sur le rajeunissement. Donc, vous allez avoir quelque chose quand même assez, un beau petit kit, je dirais, pour vous amuser, si ça vous dit. Donc, je suis rendu à l'étape de la démonstration. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aura envie que je fasse une démonstration bien sommaire, hein, on ne se lancera pas dans les grandes choses, mais une petite démonstration, c'est toujours concret, c'est toujours tangible. S'il y a quelqu'un qui veut se présenter, la première personne qui se présente dans le chat va être la bonne.
OK, Louise. Donc, est-ce que tu as un thème que tu aurais voulu qu'on regarde plus spécifiquement? Oui, s'il vous plaît. Justement, si on n'est pas en train d'accomplir notre mission de vie, puis on en est conscient, qu'est-ce qui pourrait être la meilleure solution pour revenir sur cette mission de vie-là? Oui, donc évidemment, moi, je vais ramener ta question avec le thème d'aujourd'hui, qui est le rajeunissement et l'auto-guérison. Donc, évidemment, je vais regarder les éléments aussi, terre, eau, feu, arrêt, terre. Là, je vais regarder cet aspect-là. Évidemment, les éléments, c'est pas étranger au chakra, vous l'avez compris, hein. Donc, on va regarder de façon globale un peu ta question en tenant compte de cet aspect-là. Donc, on va y aller. S'il vous plaît, merci. Tu vois, là, évidemment, c'est pas, moi, je fais pas une évaluation médicale. On est d'accord, là. C'est plus de l'énergétique, mais puis je vais te dire qu'est-ce que je perçois dans un premier temps. Moi, ce que je perçois, c'est qu'au niveau de ton bassin et de ton ventre, il y a de l'émotion. L'émotion, quelque part, qui est reliée à l'équilibre, un déséquilibre de l'eau. OK? Pour moi, il y a de la rétention aussi. OK? Dans le sens là, il y a quelque chose de l'ordre de. Tu sais, c'est retrouver quelque part euh, tu sais, quand on dit pisser son territoire. Puis c'est son territoire, ben, c'est finalement se retrouver dans une position où notre territoire, on le prend. On n'attend pas que quelqu'un nous le donne, on le prend, tu vois. Et prendre son territoire dans un contexte de mission de vie, ben, c'est inévitablement nous mettre dans une position, quelque part, où on assume notre particularité. Notre particularité, je donne un exemple. Moi, par exemple, je peux avoir une vision des choses. Cette vision-là, quelque part, peut être mal vue par bien, bien du monde, mais je m'en fous. Moi, c'est important, c'est à quoi je crois. Et comme j'y crois profondément, ben, je me donne l'opportunité d'assumer pleinement le chemin à laquelle je crois. Et puis, s'il y a les autres, ceux qui ne sont pas contents ou qui ça ne fait pas leur affaire, ben, ils continuent leur chemin. Parce que moi, j'assume ça. J'assume ça. Et je pense que il y a cette notion de pisser son territoire, c'est pour moi, c'est que dans l'eau, la perturbation de l'eau, il y a trop d'eau dans cette région-là. Pisser son territoire, c'est de se libérer de l'eau. OK? Donc, il y a quelque part peut-être une attention particulière à poser un regard sur de quelle façon que tu pourrais permettre une libération de l'eau dans ces régions-là et te permettre évidemment de, par le fait même aussi, de déposer tes deux pieds sur le sol et d'assumer avec une certaine forme de puissance et de force ce que tu es. Ça veut donc dire ne pas être sensible. Quand je dis pas être sensible, je veux dire par là que quand on est trop d'eau, on peut être une éponge, on peut absorber les émotions que les autres nous manifestent et ça peut nous rendre impuissantes. On peut avoir l'impression que les autres, parce qu'ils nous disent des choses ou parce qu'ils ont un comportement envers nous, ben, ils nous démolissent ou ils nous enlèvent à quelque part l'opportunité d'être une femme qui assumerait qui elle est. C'est pour ça que je te parle d'élimination de l'eau, qui, elle, va te contribuer à te redonner l'opportunité d'être moins sensible envers l'entourage, puis plus assumer ta nature profonde. Et pour moi, c'est là que ta mission de vie va pouvoir s'exprimer plus librement. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça. Oui, ça me parle, merci. Mm. Donc, vous l'avez compris, évidemment, si on regarde ça ben, au niveau du rajeunissement, mais évidemment, la zone d'entropie de Louise, dans ce cas-ci, mais évidemment, c'était la région que je décrivais, le ventre et tout ça. C'est une région, quelque part, où il y a quelque chose qui est congestionné au niveau du liquide, donc trop d'eau. Et c'est là, quelque part, qu'on parle d'entropie, de l'usure. Et c'est là, qu'évidemment, qu'on parle donc d'un vieillissement, hein. Je mets des termes un peu lourds là-dedans, mais juste pour faire comprendre. Puis qu'évidemment, l'idée du rajeunissement, mais c'est de retrouver quelque part cette capacité que j'ai de m'équilibrer dans ma structure énergétique, dans mon équilibre de l'eau, dans ce cas-ci, pour être capable de retrouver une position de verticalité qui va être plus appropriée pour moi à ce moment-là. Tu me suis? Oui, merci. OK. OK, donc ça, c'était pour notre petit thème de démonstration. Alors, évidemment, donc, vous allez recevoir avec le lien du replay aussi des propositions, comme j'en ai un petit peu parlé. Vous allez avoir des liens que je vais vous proposer pour euh, que vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Donc, si vous avez envie, effectivement, de faire une démarche avec moi pour vous soutenir dans le processus de rajeunissement et d'auto-guérison, ben, ce sera une possibilité.
Pour les gens de Montréal, pour les gens du Québec, il y en a peut-être parmi vous, c'est pour ça que j'en parle, j'en fais une petite mention. Il va y avoir un enseignement en présentiel dans lequel il y aura des appareils de mesure et des lectures intuitives et des enseignements qui vous sont donnés en l'état d'une journée, avec un avant et un après. Ça va être quelque chose qui va être proposé comme une option pour ceux qui auront envie d'explorer la chose, ce sera possible. Donc, il y aura en fin de compte, 4 mesures. En fin de compte, il y aura donc le petit bilan que vous avez vu. Il va y avoir donc un avant et après, une évaluation comparative, les appareils avant et après, puis une lecture intuitive avant et après. Donc, vous allez avoir vraiment quelque chose comme un genre de plusieurs points de vue qui vont vous donner une évaluation assez juste. Et puis, ceux qui ont envie, ben, on va pouvoir même faire un protocole et 6 semaines plus tard, ben, refaire la mesure pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Donc, si ça vous parle, tout ça, ben, vous allez avoir l'opportunité de le faire pour les gens du Québec en présentiel. Ceux qui sont en Europe, ben, vous allez avoir un protocole, des consultations, le petit quiz que je vous ai posé avec un avant et un après, ça sera possible, mais vous avez, pour ceux qui auraient envie de vivre l'expérience que je viens de vous décrire, il va y avoir un voyage au Maroc au mois de novembre, dans lequel je vais proposer justement un périple, un voyage dans un lieu exceptionnel, dans lequel on va pouvoir visiter des très beaux lieux au Maroc. Mais en plus de ça, il y aura donc les appareils de mesure avant et après. Il y aura donc également des lectures intuitives, des enseignements sur soi et sur les partenaires. Donc, vous allez avoir un stage assez avancé là, quand même qui va être proposé pour ceux qui voudraient finalement développer des habiletés au niveau des soins. Puis ceux qui prendraient un enseignement aujourd'hui, ben, auraient une réduction qui leur serait donnée pour ceux qui voudraient suivre cet enseignement-là. Et ça, vous allez recevoir également des liens à ce sujet-là. Donc, je vais m'arrêter ici. C'est simplement pour vous faire comprendre qu'il y aura donc des informations à ce sujet-là pour ceux qui ont envie de ne pas simplement rester à un niveau théorique, mais qui ont envie de se dire, ben, tiens, moi, j'aurais envie, à quelque part, d'explorer, d'aller plus loin dans ma compréhension, ma capacité de me prendre en main, de me soigner. Bien, il y aura des diverses avenues qui se proposeront pour vous si vous le souhaitez. Donc, pour terminer, j'avais une petite expérimentation que je vous avais promis dans la présentation. On va la faire brièvement pour que ce ne soit pas trop long, mais quand même, ça va vous donner une petite opportunité. C'est la méditation des 4 cerveaux. C'est l'harmonisation des 4 cerveaux. C'est quoi ces 4 cerveaux-là? Ben, c'est le ventre, le cœur, la tête et le quantique. Pourquoi je vous propose ce petit exercice-là? Ben, c'est un petit exercice qui est simple, mais en même temps qui nous amène à prendre conscience qu'à plusieurs niveaux, ces 4 cerveaux-là ont une implication importante, tant au niveau de la santé qu'au niveau même de notre gestion de nos émotions, etc. On sait que le cerveau du ventre, c'est le cerveau qui est relié à l'aspect plus primitif de l'être que nous sommes, l'aspect plus animal. Le cœur, bien évidemment, c'est cette capacité que j'ai de m'aimer. Ma tête, c'est ma capacité quelque part à me représenter que cet amour que j'ai pour moi-même, ben, elle me donne le droit quelque part de me manifester dans le monde terrestre avec une certaine expression de qui je suis. Puis évidemment, le cerveau quantique, mais c'est cette capacité que j'ai de faire une prière, de reconnaître que je suis quelqu'un d'extraordinaire, par exemple, et de me donner l'opportunité que l'univers quantique me reflète cet extraordinaire-là, puis puisse me permettre de m'installer, de me réaliser dans ma vie. C'est un petit peu ça le sens de cet exercice-là. Donc, c'est ça un petit peu que je vous inviterai à faire. Donc, si vous êtes prêts, on va simplement se lancer dans cet exercice-là. Je vais vous inviter donc à vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher et se détendre. Et vous allez fermer les yeux. Et en fermant les yeux, vous allez simplement reconnaître que votre conscience va ressentir un appel du sol, de la planète Terre, comme si sous la plante de vos 2 pieds, vous allez reconnaître qu'une énergie a le désir de partager avec vous sa puissance, sa force, cette capacité de vous nourrir de sa vitalité, de sa nourriture. C'est alors que vous allez déplacer votre conscience vers vos 2 pieds et que vous allez créer des racines sous la plante de chacun d'eux pour descendre très, très profondément dans la terre, de façon à ce que ces racines puissent se connecter avec l'énergie de la Terre qui est en quantité très, très importante dans la planète Terre. Et cette énergie de la Terre va donc se déployer dans vos racines en très, très grande quantité, d'une façon très, très, très généreuse. Et vous allez constater que cette énergie de la Terre va se propager dans ces racines pour remonter jusqu'à vos pieds. Alors, vous allez chercher à bien ressentir, bien voir, bien entendre de quelle façon que cette énergie de la Terre vient se propager dans vos 2 pieds,
pour vous inviter à bien marquer le sol, à reconnaître votre désir de bien incarner qui vous êtes, de ne pas être finalement dans le doute, mais au contraire de bien marquer le sol, de reconnaître que chacun de vos pas vont marquer ce sol. Donc, c'est un peu comme si vous appreniez à assumer pleinement ce désir que vous avez d'exister sur la planète Terre et de l'assumer complètement et totalement. Donc, vous prenez le temps ici de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre cette énergie de la Terre qui se propage dans vos deux pieds et qui vous permettent justement de vous sentir de plus en plus connecté avec cette énergie de la Terre qui va maintenant se propager progressivement vers vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses et vos hanches, comme si cette énergie de la Terre vous invitait à vous donner la permission d'assumer qui vous êtes. Non seulement vous marquez le sol, mais vous apprenez à assumer que les pas que vous manifestez sur ce sol, ben, il est en accord avec ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'exprimer, de manifester. Vous n'avez pas honte de qui vous êtes. Vous avez au contraire appris à accueillir ce que vous êtes, à l'accepter. On a tous des particularités en tant qu'être humain. On est tous différents. On pourrait tous se dire, ah ben, j'aimerais ça être comme toi ou j'aimerais ça être comme telle autre personne. Mais on est ce qu'on est. Et cette énergie d'attaque se manifeste dans nos deux pieds, dans nos deux jambes, nous invite à nous donner la permission de nous accueillir et d'accepter qui nous sommes, simplement, naturellement. Ce qui fait que cette énergie de la Terre, par l'acceptation, ben, elle peut se propager encore plus profondément dans nos deux hanches et dans notre chakra racine. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre. Cette énergie de la Terre qui se propage dans toute la région de mon chakra racine, comme si cette énergie de la Terre venait me sécuriser, me réconforter, afin que je puisse vraiment me sentir en totale sécurité. Je suis ce que je suis et je me sens en sécurité. Je me sens en harmonie avec cette idée de qui je suis. J'apprends donc à me sentir bercé par cette énergie de la Terre qui me réconforte, qui me sécurise et qui me dit « Tu as le droit d'être qui tu es ». Et je sens alors cette énergie de la Terre se propager encore plus abondamment dans toute la région de mon chakra racine pour remonter ensuite vers la région de mon ventre. Donc, je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui se propage dans la région de mon ventre, comme si cette énergie de la Terre m'invitait à expérimenter dans mon ventre du calme, de la détente, de la relaxation, comme si je constatais que dans mon ventre, il y avait un espace que j'apprenais à remplir. Cet espace, c'est l'espace de mon identité, de cette capacité que j'ai de me voir dans le miroir et de me regarder et de me dire, ben voilà, c'est ce que je suis. Je l'accepte. Comme si cette acceptation me permettait de me sentir fortement ancré dans le sol, fortement ancré dans mon corps, et capable de reconnaître que dans mon ventre et dans mon corps, il y a des besoins, des envies, des désirs, il y a un tas de choses qui est là. Et je reconnais qui je suis, je me donne la permission d'être cette personne. Je ne suis pas en désaccord avec elle, je me donne la permission de vraiment assumer pleinement toutes ces dimensions de l'être que je suis, même ceux que je ne comprends pas complètement ou totalement. Comme si ça me permettait de ressentir, de voir, d'entendre cet équilibre de mon cerveau du ventre qui se manifeste tout doucement dans un mouvement de va-et-vient où l'énergie de la Terre circule de mes pieds jusqu'à mon ventre et de mon ventre jusqu'à mes pieds. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre ce mouvement de détente, de régénération qui prend forme entre mes deux pieds et mon ventre et mes deux pieds. Comme ça me permettait de me sentir de plus en plus solide, de plus en plus puissant dans mes deux jambes et que tout doucement, ben, cette énergie de la Terre va pouvoir poursuivre sa propagation vers mon chakra solaire. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui se propage dans mon chakra solaire, comme si elle m'invitait, cette énergie de la Terre, à accueillir la lumière qui est en moi. Cette capacité que j'ai de prendre ma place et de rayonner de toute ma lumière, de toute ma beauté, de toute ma puissance, de toute ma force, qui est celle qui est là, tout simplement. Je pourrais être autrement, mais je suis ce que je suis et je prends le temps d'accueillir, d'accepter cette lumière et de me donner la permission d'être rayonnante et lumineuse.
d'être rayonnant et lumineux, tel que je suis. Et cette position me permet de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre cette énergie de la Terre que j'accueille en moi et qui me remplit, qui remplit toute la région de mon plexus solaire, me permettant d'être rayonnant et lumineux d'une façon de plus en plus importante et que tout doucement, cette énergie de la Terre va remonter jusqu'à mon cœur. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui se répand dans tout mon chakra de mon cœur. Comme si je constatais que dans mon cœur, il y avait cette capacité que j'ai de m'accueillir et de m'aimer, d'aimer cette énergie de la Terre comme étant une énergie fondamentale pour mon existence, d'aimer cette volonté que j'ai de marquer le sol, de me tenir debout, de me sécuriser, de développer mon identité, d'être lumineux et rayonnant, de prendre la place qui me revient et de m'aimer dans le sens que je reconnais que l'être que je suis s'aime, et parce qu'il s'aime, il a envie quelque part de communiquer avec son entourage, de partager avec son entourage pour offrir la plus belle version qu'il peut avoir de lui-même. Et dans cette position où je reconnais justement que cet amour me permet de me sentir de plus en plus fortement ancré à l'énergie de la Terre, ça me permet de vraiment bien ressentir, de bien voir, de bien entendre cette énergie de la Terre qui va se propager en profondeur dans mon cœur, me permettant de me sentir de plus en plus ancré au sol, comme si je devenais un pôle d'ancrage très, très, très puissant. Et que cette énergie de la Terre allait pouvoir maintenant remonter vers l'énergie du ciel afin de se syntoniser avec elle. Donc, je vais ressentir, voir et entendre cette énergie de la Terre qui va remonter progressivement vers la région de ma gorge. Et comme si cette énergie de la Terre venait ouvrir mon pouvoir de l'expression, ouvrir cette capacité que j'ai d'entendre qui je suis et de le communiquer, de le verbaliser de la façon la plus authentique possible que je peux. Je n'ai pas à m'empêcher d'être qui je suis. Je n'ai pas à m'empêcher d'exprimer ma créativité, mon originalité, ma particularité. J'ai au contraire à l'accueillir et à lui donner la permission de s'exprimer, de se manifester. Et cette énergie de la Terre qui se propage à ma gorge me donne l'opportunité de me voir dans ce potentiel créateur qui est en moi, de me voir dans mon originalité, ma créativité, et de me prendre dans mes bras et m'honorer dans le droit d'être cette personne que je suis. Puis tout doucement, cette énergie de la Terre va remonter jusqu'au chakra frontal, comme si elle venait finalement m'ouvrir à mon cerveau de la tête. Et ce cerveau de la tête me permet de reconnaître qu'il y a en moi quelqu'un qui s'aime. Et que parce que je m'aime, j'ai envie de poser un regard sur moi-même positif, constructif. Je m'aime aujourd'hui et parce que je m'aime aujourd'hui, j'ai envie de construire dans mon futur quelque chose de beau, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui me motive, quelque chose qui me stimule. Et je peux constater alors qu'à mesure que l'énergie de la Terre se propage dans toute la région de mon chakra frontal, je sens quelque part des images, des sensations, des mots qui se manifestent à ma conscience et qui me rappellent combien cet amour qui est en moi m'inspire, combien cet amour me permet de soulever mon regard et de poser un regard de fierté envers moi-même et envers les autres, comme si je reconnaissais que je suis en train de devenir de plus en plus en harmonie avec moi-même. Je me sens de mieux en mieux et de plus en plus en évolution avec moi-même. Et cela me stimule à avancer, à cheminer, à progresser. Et cette progression me permet de ressentir, de voir et d'entendre cette énergie de la Terre qui remonte vers le sommet de la tête, comme si cette énergie au sommet de la tête me permettait de constater que plus je me trouve finalement une belle personne et que je reconnais ce futur qui est en train de prendre forme en moi, plus je suis en train de reconnaître que je suis en train de faire une prière. La prière, finalement, de constater que je suis ce que je suis et que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Et la prière consiste à reconnaître que j'ai envie que cela s'exauce, que cela se concrétise, que cela se manifeste. Et c'est alors que, au sommet de ma tête, je peux ressentir, voir et entendre donc
ces émissions, ces pensées, ces envies, ces désirs qui m'expriment comme s'ils étaient en train d'affirmer au niveau de l'énergie quantique, au niveau du ciel, au niveau des possibilités infinies qui se manifestent dans l'univers, ce désir que j'ai de me manifester dans la plus belle version de moi-même, la plus merveilleuse version de qui je suis. Et je reconnais qu'à mesure que cette énergie se manifeste de mon sommet de la tête vers ce ciel, vers cet espace quantique, je peux voir, entendre et ressentir une expression de l'être que je suis qui devient de plus en plus dégagé, de plus en plus libéré, de plus en plus en harmonie avec qui il est au plus profond de son être. Je peux avoir des informations qui me guident vers un devenir qui est de plus en plus apaisant, de plus en plus vrai pour moi-même. Je reconnais des compétences et des qualités que je n'avais peut-être pas vues en moi, qui s'expriment et qui se manifestent à ce moment-ci. Comme si justement cette énergie quantique, elle est là pour me dire, tu as le droit. Tu as le droit, quelque part, de demander d'être qui tu es. Tu as le droit de l'actualiser. Tu as le droit, quelque part, de l'accueillir et de lui permettre d'exister et de s'exprimer. Et c'est alors que je peux entendre, voir et ressentir cette énergie quantique qui va se manifester à moi comme si je recevais une douche de lumière. Cette douche de lumière se répand dans toutes les cellules de mon corps, comme pour me proposer justement une nouvelle programmation, une nouvelle définition de qui je suis. L'être qui se manifeste à moi sous cette forme de douche de lumière, c'est cet être nouvelle version, ce nouveau regard que j'ai pour moi, cet être qui a accepté qui il était et qui a appris à s'aimer et qui a appris finalement à reconnaître sa valeur et se donner la permission d'incarner qui il est véritablement, de concrétiser sa mission de vie dans un chemin, dans une route et dans une voie dans laquelle l'harmonie est au rendez-vous, dans laquelle il s'apprécie et il s'aime. Je cherche à bien retentir, bien voir, bien entendre ce processus d'ouverture qui se manifeste en moi, où je peux ressentir cette lumière rayonnante et lumineuse provenant de l'espace quantique qui se répand dans tout mon corps et qui me permet de me dégager, de me relaxer, de me révéler. Et je laisse cette révélation prendre forme en moi, comme si je reconnaissais que cette lumière allait faire un travail très profond en moi, qui allait peut-être se faire à travers plusieurs jours, et je vais simplement laisser ce travail prendre forme pour me donner l'opportunité de me révéler à moi-même, de me regarder dans un miroir avec les yeux différents pour me voir dans ma profondeur, dans ma lumière, dans l'expression la plus vraie de qui je suis, comme si ce travail allait se faire de lui-même, sans que j'aie fait des efforts. Ça allait se faire tout simplement, naturellement. Et je vais simplement être là pour l'accompagner, l'accueillir, lui donner le droit d'exister et de prendre la place qui lui revient, tout simplement. Donc, je vais rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire pour bien prendre le temps de digérer ce travail d'harmonisation qui s'est effectué. Puis à chacun son rythme, quand on sentira quelque part qu'on est appelé à revenir à soi, on va pouvoir le faire en prenant une bonne inspiration, en bougeant les extrémités et en ouvrant les yeux, en sachant que ce nouvel état va poursuivre sa propagation en l'état de nous-mêmes dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Ah, si vous le voulez, bien sûr, en revenant à vous tout doucement, vous pourriez avoir envie de noter ce que vous avez pu expérimenter, si vous en avez envie, si vous en avez le désir. Et puis, évidemment, s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, des partages, ben, vous pouvez également aussi les exprimer, les manifester. Alors, Ghislaine me demandait si c'était seulement en présentiel, cette formation-là. Non, il y a deux volets, deux
deux voies, deux chemins. Il y a le chemin d'une voie plus personnelle qui se fait en ligne à ce moment-là. Il y a des consultations ou pas, selon ce que la personne choisit. Vous allez avoir donc une information d'ici 48 heures au maximum, dans lequel vous allez avoir toutes les informations qui vont être proposées. Donc, si vous êtes en France, la formation en présentiel n'est pas disponible à court terme, elle sera plus disponible dans le contexte là, du voyage au Maroc pour ceux qui s'intéresseraient. Mais ceux qui sont du Québec pourraient choisir de faire le présentiel, mais il existera une voie en ligne également pour les gens du Québec aussi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions? Merci pour cette soirée d'enseignement. Belle soirée tout le monde. Très bientôt. Un calme, paix, un ressenti la force et l'amour, excellente harmonisation de mon être. Merci à toi, Gabriel. Alors, ben oui, si vous souhaitez, évidemment, c'est un peu tard maintenant, c'est un petit peu plus long que je le pensais. Donc, j'en suis un petit peu désolé pour vous, mais j'espère que vous avez apprécié. Donc, pour ceux qui s'intéressent, bien évidemment, il y a une deuxième conférence ce soir qui aura lieu donc pour les gens plus du Québec, mais bon, ceux qui sont les couches-tard en Europe, ben, qui veulent être là, ils peuvent être là. Puis bon, les autres personnes à qui ça fait leur affaire, bon, ben, c'est une soirée qui a lieu donc à 20 heures, heure de Montréal. Donc, voilà, c'est ce soir. Donc, ça vous dit, ça me ferait plaisir de vous y voir. Donc, merci à vous, chacun d'entre vous. Vous allez avoir des nouvelles de moi donc d'ici 48 heures concernant les liens, les replays, tout ça. Donc, et si la question d'interrogation, ben, vous me ferez savoir. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin d'après-midi et au plaisir de vous revoir. À très bientôt.